Bien, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je m'appelle Dominique Peloux-Poirier, je suis le président des Semaines sociales de Rueil. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je remercie déjà l'ensemble pastoral de Rueil qui nous accueille dans ses locaux. Et puis, je salue également ceux qui vont nous suivre à distance par Zoom ce soir. Je crois qu'on en est à une quarantaine de personnes sur Zoom, et notamment des élèves des classes préparatoires aux écoles de commerce du centre Danielou qui nous suivent. Voilà, donc je salue, ainsi que leur professeur Sylvain Morin. Voilà, la vocation des semaines sociales, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue du bien commun, de l'action pour le bien commun dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. Et donc, il nous a semblé que le thème du travail méritait bien une telle réflexion, vu la place qu'il occupe dans l'actualité de notre pays. Et nous remercions aussi les représentants d'autres groupes de Rueil qui ont bien voulu réfléchir avec nous au contenu de cette soirée. Je pense au MCC, au EDC, Entrepreneurs et chrétiens, au Café Emploi, ou encore à des personnes qui ont suivi le parcours Zaché. Voilà. Alors, en fait, depuis l'encyclique Rerum Novarum en 1891, c'est bien le travail et ses conditions d'exercice qui ont été à la base de la pensée sociale chrétienne, de la pensée sociale, de la doctrine sociale de l'Église catholique. Et le pape François y revenait encore, par exemple, quand il dit dans Laudato Si en 2015, le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Et dans Fratelli Tutti, il ajoute, la grande question, c'est le travail, c'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre, c'est le meilleur chemin vers une existence digne. Alors, le travail est d'abord une nécessité pour beaucoup, celle de gagner sa vie, entretenir sa famille, bien sûr. Et l'aspect rémunération est donc très important, tellement important que nous avons décidé d'y consacrer une autre soirée, a priori début 2023. Donc, nous ne traiterons pas ce soir de la question de la juste rémunération du travail, nous traiterons plutôt des évolutions du travail que l'on peut percevoir dans notre société, où la valeur travail, entre guillemets, est fréquemment évoquée ou débattue. Donc, depuis la crise sanitaire, on a parlé de grandes démissions, de grandes reconversions des travailleurs, et plusieurs évolutions sont évoquées, la quête de sens, la quête d'autonomie, la quête d'équilibre avec la vie privée, la quête de bien-être au travail, dans un contexte de développement du télétravail et d'une place grandissante du numérique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Est-ce que ce sont vraiment des évolutions? S'agit-il de risques ou d'opportunités? Que peut-on faire? Que peut nous dire la pensée sociale chrétienne dans ce contexte? Quel est notre thème de ce soir? Voilà. Alors, vous avez pu trouver sur notre site internet, d'une part, quelques éléments chiffrés qui viennent d'enquêtes ou de sondages, et d'autre part, un questionnaire sur votre propre ressenti. Nous avons reçu, alors, d'une part, une quinzaine de réponses provenant essentiellement d'actifs de plus de 40 ans, et plus de 80 réponses des prépas de Danielou qui vont nous permettre d'alimenter notre soirée. Donc, nous avons 3 intervenants ce soir que je vais vous présenter dans un instant et que je remercie beaucoup pour leur disponibilité. La soirée sera structurée sous la forme d'une table ronde d'1h15 environ, qui sera suivie de réponses à vos questions écrites que vous pouvez poser sans attendre la fin des exposés, avec 2 modalités différentes. Si vous êtes dans la salle, dès que ça vous vient, vous écrivez votre question sur la partie ad hoc du petit livret qui vous a été remis à l'entrée, et cela sera ramassé et transmis au fur et à mesure à la table des questions, où Benoît et Olivier regrouperont et synthétiseront les questions pour qu'on puisse en traiter le maximum. Et si vous nous suivez via Zoom, vous pouvez également poser vos questions avec la fonction conversation en bas de l'écran et vous envoyer votre message à tout le monde pour que Olivier et Benoît puissent également en prendre connaissance.
Voilà, je voudrais maintenant vous présenter nos trois intervenants. Donc, Apolline Loulet, qui est diplômée de l'ESSEC depuis 3 ans, qui a déjà d'abord fait du conseil en environnement auprès des collectivités, avant de rejoindre récemment Olvea, un groupe de 300 personnes qui est basé à Fécamp, spécialisé dans les huiles végétales et les huiles de poisson. Apolline, il travaille 4 jours sur 5 comme responsable RSE et formatrice pour la fresque du climat. Et elle réserve son 5e jour à d'autres activités, telles que la responsabilité d'un groupe sur la transition écologique entre anciens élèves de l'ESSEC. À ma droite, Alban Sartori, qui est bien connu ici, puisqu'il a créé les semaines sociales de Rueil il y a 15 ans et qu'il en est toujours un administrateur. A également fait l'ESSEC, mais il y a un peu plus longtemps. Il y a enseigné pendant plusieurs années la sociologie des organisations et il est actuellement DRH de la BRED Banque Populaire, qui regroupe 6800 salariés, ce qui le rend plus que légitime pour nous parler de sa vision des questions que pose aujourd'hui le travail. Nous sommes enfin heureux d'accueillir Nicolas Masson. Nicolas Masson est un Rueillois qui a 2 casquettes qui nous intéressent particulièrement ce soir. Il est l'un des dirigeants du cabinet Pragma, un cabinet de conseil aux entreprises qui s'est fait une spécialité des enquêtes poussées auprès des collaborateurs de ces entreprises. Et puis, Nicolas préside depuis plusieurs années la commission sources bibliques et théologiques des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens. Et cette commission coordonne la production de cahiers des EDC sur la pensée sociale chrétienne que vous pouvez retrouver sur le site des EDC. L'un d'entre eux traite en particulier de la dignité de l'homme au cœur de l'entreprise, ce qui est naturellement au cœur de notre sujet ce soir. Et puis, il y a également sur ce site un itinéraire sur le travail, entre guillemets, itinéraire sur le travail, si vous cherchez, vous allez trouver avec des textes, des témoignages, pour aller plus loin. Éventuellement, sur le chat, pour les personnes qui n'est-ce pas? Ils sont d'accord pour mettre les liens et les laisser sur le chat. Merci. Voilà donc nos 3 intervenants et pour les remercier de leur disponibilité, je vous propose de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, bien sûr. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons commencer par notre table ronde. Donc, vos réponses à notre questionnaire met en évidence que le thème de la relation au travail et du sens du travail, c'est ce qui vous paraît le plus important. Donc, nous allons nous consacrer plus de temps et commencer par là. Donc, je vais me tourner vers Apolline pour commencer. Pour vous, pour les jeunes que vous connaissez également, qu'est-ce qui semble majeur dans la recherche d'un travail et quelle place lui accordez-vous dans la vie? Merci Dominique. Donc, sur cette question-là, une première réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont peser dans la recherche d'un travail et qui, pour moi, ne sont pas nouveaux. On parlait tout à l'heure de la question de la rémunération, on a une question des conditions de travail, du type de métier qui est pratiqué, de l'intérêt du contenu. Voilà, on a un ensemble de paramètres qui vont rentrer en compte et qui, pour moi, on en rediscutera, je pense, mais on parle beaucoup des jeunes et des nouvelles attentes. On voit quelques évolutions, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait des attentes si drastiquement différentes que ça. Il y avait une manière de les exprimer qui est plus forte, une prise de position sur certains sujets. Aujourd'hui, il y a vraiment un ensemble de paramètres qui vont être pris en compte. Là où, en revanche, je pense qu'il y a un sujet qui est assez nouveau, et en tout cas qui prend une ampleur, enfin qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte d'urgence climatique, de crise à la fois environnementale et sociale, la question d'avoir un travail qui sera en accord, en cohérence avec des convictions personnelles devient de plus en plus importante. Soit parce qu'on a vraiment le choix, et donc auquel cas, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des attentes chez les jeunes et les moins jeunes, en fait, de dire je vais vraiment choisir une entreprise avec laquelle je serai en accord, ou en tout cas qui me permettent un engagement via ces questions environnementales ou sociales. Il y a des gens qui ont beaucoup moins le choix,
mais qui vont quand même se retrouver dans des situations, on le voit de plus en plus, de dissonance, de se rendre compte qu'ils sont dans un job qui va par exemple détruire la planète, et donc être poussé par une nécessité de dire je ne peux pas rester dans cette incohérence qui est mon quotidien au travail. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué dans la mesure où l'urgence climatique, on en parle quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans. Et donc, c'est vraiment un facteur qui vient au cœur de cette question du sens au travail. Et donc, c'est un des paramètres de cette question de pourquoi on va choisir un travail, pourquoi ça a du sens. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment notable et qui aujourd'hui amène à beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et beaucoup de choix individuels qui peuvent être différents face à cette question. Et parce que, enfin, on le rappelle, et on va en reparler, mais il y a évidemment une capacité à choisir un travail qui peut être la nôtre, parce que moi, dans mon cas, évidemment, aujourd'hui, je trouverais de l'emploi facilement. Je suis diplômée et j'ai aujourd'hui des compétences à faire valoir. Mais il y a plein de gens pour qui le travail aujourd'hui va être, par exemple, un travail purement de survie alimentaire, encore plus avec la crise énergétique et la crise économique, avec une explosion du nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, forcément, dans ces cas-là, le travail va forcément avoir un sens qui est très différent. Et ces questions-là ne vont pas pouvoir prendre la même place. Voilà. Pour moi, c'est un peu tous ces paramètres-là qui sont aujourd'hui importants. Et chez les jeunes engagés, diplômés que je connais, il y a clairement une tendance à choisir un travail qui sera en accord avec ses valeurs et de plus en plus radical, avec des boycotts de certaines entreprises de manière explicitée, vraiment des choix de carrière très marqués. Et en même temps, parmi des collègues que je côtoie et des gens qui sont pour le coup beaucoup plus dans un travail de survie alimentaire, la question du sens vient parce qu'ils ont l'impression que ça n'a plus du tout de sens de juste se lever tous les matins et de ne rien mettre de côté pour quoi que ce soit qui soit un peu plaisant dans leur vie. C'est un peu ces deux phénomènes que moi j'observe aujourd'hui. Merci Apolline. Je me tourne vers Alban. Dans les chiffres que nous avons collationnés, il y a des chiffres du ministère du Travail qui nous ont interpellés, qui montrent qu'entre 2016 et 2021, donc en 5 ans, le nombre de démissions de personnes en CDI a plus de 60%, et idem pour les ruptures anticipées de CDD. Alors, voilà, pour le DRH d'un groupe de 6800 personnes, qui fréquentent aussi d'autres DRH, parce qu'il n'y a pas que la Brève dans la vie quand même. Donc, ce DRH confirme-t-il ce constat, et si oui, à quoi l'attribuer? Alors, je confirme, vous invite juste à la méfiance sur un certain nombre d'effets de mode, sur la grande démission, voilà, de big resignation, la big, je sais pas quoi, c'est souvent du big bullshitting, ça consiste à faire dire des calembredaines, mais lentement. En fait, ce qu'on observe, c'est deux choses. La première chose, c'est une situation du marché de l'emploi pour les gens qualifiés qui est cruellement déficitaire, c'est-à-dire qu'on manque de compétences. Alors, du coup, on peut démissionner parce qu'on est couru par le marché. Mais si le marché se retourne, il y aura beaucoup moins de démissions. Mais c'est quand même un vrai sujet. On n'a pas assez de gens formés aujourd'hui en France. Ça, c'est la première chose. Il y a eu un effet conjoncturel lié au Covid, qui est qu'en gros, l'année 2020 a été une année d'attentisme pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui voulaient changer de boulot se sont dit, bon, le contexte et vu les incertitudes, je vais repartir maintenant. Donc, il y a eu un effet report, notamment sur 2021, hein, qui a potentialisé tout ça. Donc voilà, il y a un état de marché, c'est la DARES qui dit, hein, on est en pénurie de ressources, ça nous est plus arrivé depuis 2007, alors ça nous semble très loin avant la crise financière, mais il y a cet effet conjoncturel. Et donc, la bonne nouvelle hein, pour Apolline, c'est que globalement, le marché nous pète du souris, donc tant mieux. Hein. Mais ça change les rapports de force. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'évolution du discours des collaborateurs, des jeunes en particulier, mais qui disent probablement tout haut ce que leurs anciens ne disaient pas. Ils ne disaient pas parce qu'on avait une approche sacerdotale du travail, parce que le travail dans l'après-guerre a quand même été un vecteur d'ascenseur social. Et donc, il y avait, je pense, une espèce d'accord tacite sur le mode on avale des couleuvres, mais bon, en même temps, on pourra peut-être s'acheter la maison que ses parents n'ont pas pu acheter, ou on pourra peut-être promettre à nos enfants un avenir qui sera un peu meilleur. Ce n'est pas aujourd'hui le cas de la nouvelle génération qui arrive. Accessoirement, les jeunes, on leur dit aussi tu vas travailler beaucoup, alors tu n'auras pas forcément accès à tout ce que tes aînés ont pu avoir. Puis accessoirement, c'est pas sûr non plus que tu aies une retraite. Donc, il y a un moment, il faut quand même voir le discours qu'on sert aux jeunes. Et comprendre qu'ils puissent dire, écoute, t'es bien sympa, mais
le projet de dire je vais me passer la santé à bosser 45 ans, 80 heures par semaine. Bon, je sais déjà pas si je cours un sprint ou une course de fond. Donc, il y a un certain nombre d'attentes qui sont je trouve, assez raisonnables et assez audibles. Après, moi, ça fait 10 ans que je vois des collaborateurs qui font des choix que n'était pas pour ça dans mon entreprise. Il y a 10 ans, jeune collaborateur, chef de projet talentueux, il a une trentaine d'années et c'était rare à cette époque, on lui propose de devenir manager. Génération, c'était le Graal de devenir chef. Et un jour sur l'entretien, il dit, alors il est très élégant et assez sincère dans sa réponse. C'est hyper sympa, hein, votre confiance et tout, mais en fait, non, je crois que je ne peux pas le faire. Non, parce que manager, quand même, c'est peut-être un peu plus d'argent, mais c'est beaucoup plus d'emmerdement. Bon, alors ma génération, j'ai 47 ans, j'étais un petit peu surpris, je veux dire que j'étais pas habitué. Les anciens, au-dessus de moi, m'ont dit, mais qui est ce traître? Un mien m'a dit, c'est pas possible, il faut licencier. Non, il a été très calmement qu'il voulait être manager, ça reste un bon professionnel. Mais... Donc voilà, il y a cette génération qui dit des choses de ce que les anciens n'aimaient pas trop. Il y a un point, et je partage forcément ce que dit Apolline sur le fait que je ne suis pas sûr que les attentes aient tellement changé, mais que se dit davantage. Il y a un institut anglo-saxon qui s'appelle Gallup et qui fait une enquête sur l'engagement des collaborateurs. Vous savez, on parle des engagements des collaborateurs. Et c'est pas une théorie sociologique, c'est une enquête qu'ils font année après année pour renouveler un peu ce que peuvent être les critères de la motivation et de l'engagement des gens. Ils l'ont synthétisé en 12 questions. Je vous les dis rapidement, mais pour trouver ça sur Internet, c'est juste pour vous dire que je crois que les attentes des jeunes comme des moins jeunes sont assez les gens sont engagés si ils savent ce qu'on attend d'eux au travail, s'ils ont les moyens nécessaires pour faire correctement leur travail, si leur travail leur donne chaque jour l'opportunité de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux, si dans la semaine écoulée, ils ont été reconnus ou félicités pour un travail bien fait, si leur manager ou quelqu'un d'autre au travail les prend en considération en tant que personne, s'ils peuvent compter sur au moins une personne qui encourage leur développement personnel et professionnel, si au travail leur opinion semble compter, si la mission ou la vision de leur entreprise leur donne le sentiment que leur travail a de l'importance, si leurs collègues ont à cœur de fournir un travail de qualité, s'ils ont au moins une ou un très bon ami au travail, si dans les 6 derniers mois, ils ont eu l'occasion de faire le point avec quelqu'un sur leur progrès, et si durant l'année, ils ont eu l'opportunité d'apprendre des choses intéressantes ou de grandir. Apolline, ça va? Oui. C'est pas mal, hein? Et ben, c'est marrant, je pense que la génération de mes parents, ils n'étaient pas plus heureux d'avoir un boulot pénible, d'avoir un chef con, pardon, une entreprise au projet de laquelle ils adhéraient pas forcément. Je pense qu'ils étaient déjà là-dedans et qu'ils ne s'autorisaient pas de le dire, quoi. Donc, oui, il y a un changement qui est lié à l'état de marché. Oui, il y a des jeunes générations qui nous bousculent, mais je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Enfin, je trouve que c'est même plutôt une bonne nouvelle. Et je trouve surtout qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ça nous amène à nous poser la question collectivement, sans espérer que ce sera l'entreprise qui apportera toutes les réponses, pardon. Se poser la question collectivement de la place qu'on veut donner au travail dans nos vies et dans notre société. Merci Alban. Nicolas, donc je disais, vous avez un métier de conseil aux entreprises, aux dirigeants et sur la base de l'écoute des salariés. Alors, globalement, est-ce que pour vous, il y a un moindre attachement des salariés à leur entreprise maintenant? Que doivent faire ces entreprises dans ce contexte? Et puis, comme vous êtes notre spécialiste de pensée sociale chrétienne ce soir, est-ce que ça peut être une référence utile ici? Deux questions. Alors, sur la première question, est-ce que l'attachement bouge? Alors, ce qui est bien, c'est que dans les mesures qui tiennent la route, il n'y a pas grand-chose, en fait, de façon longitudinale et qui dure, à part Gallup. Oui. Je pense que c'est les études les plus solides, même si la conception d'engagement qui est dégagée mérite qu'on en discute, j'en reviendrai après. Et ce que montre Gallup, et c'est extrêmement intéressant, c'est que globalement, depuis une vingtaine d'années, l'engagement monte un tout petit peu. Sauf avec avec le Covid, il s'est pris, il y a eu une petite dégringolade qui a été observée dans l'ensemble du monde et plus particulièrement en France, qui était un petit peu plus forte. Et cette dégringolade, on ne sait pas, comme beaucoup d'autres sujets par rapport, si c'est quelque chose qui est conjoncturel ou c'est quelque chose qui précipite des éléments structurels.
Et donc, là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative sur ces sujets-là. Et je trouve intéressant de dire que, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, la mesure de Gallup montre que l'engagement est au mieux stable, ou monte un tout petit peu. Là, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais dire, et là bon, il faut énormément se méfier de ce qui se peut se dire. Je ne parle même pas de la grande démission, c'est vrai que maintenant on parle du grand retour. Hein, et après, on va du grand reste sur place. Il faut vraiment, le marketing est venu dans les sciences sociales, je ne parle pas du quitting et quitting qui sont en fait de la grève du zèle. Hein, je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant. Il y a le quiet firing. Ah oui, tous ces trucs-là, il faut vraiment s'en méfier. Quand on les mesure vraiment, on s'aperçoit qu'en fait, ça a été un grand moment médiatique, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, par contre, sur la question de l'engagement, moi, j'aimerais dégager un point là-dessus. Je pense qu'on peut un tout petit peu changer la mesure de Gallup. C'est que nous, il nous semble quand on parle de l'engagement par rapport au travail, je pense que ça n'est pas non plus une évolution. Il y a l'engagement par rapport à l'entreprise et par rapport au métier lui-même. Et donc, je pense qu'il faut vraiment dire dans le fond, quand la personne réfléchit dans son travail, on pense toujours entreprise, on devrait aussi et tout autant penser métier. D'autant plus que je pense que dans le métier, ça c'est pour les entreprises, il y a beaucoup plus de possibilités d'engagement que dans le travail lui-même. Donc, en soi, le fait de mesurer l'attachement à l'entreprise pose un problème, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à ce qui est le plus fondamental, qu'est le métier. Si je suis clair. Voilà. Et donc, quand on réfléchit, ça va me permettre de faire une élégante transition sur la question suivante, c'est la question du travail lui-même. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir je ne sais pas ce que vous faisiez à l'ESSEC, mais vous avez vu combien de cours sur le travail et sur les questions du travail? Combien de cours en soi de réfléchir à cette question absolument essentielle, majeure de l'économie, qui est comment on travaille. A priori, pas grand-chose. Très peu. Quasiment aucune école de commerce a un cours sur quelque chose qui est juste essentiel de l'économie, c'est-à-dire comment on travaille. Comment on travaille. Donc, on est sur un sujet qui est fondamental, et donc on va plutôt pour réfléchir, et donc c'est pour ça que sans doute on ne le mesure pas. En fait, on ne s'intéresse pas fondamentalement. Et donc là, je pense que là-dessus, la pensée sociale chrétienne a des apports absolument fondamentaux. Et le texte, si vraiment vous vous intéressez à ce travail, il y a un texte qui est réellement prophétique, c'est la Bohème Exercice de Saint Jean-Paul II, où tout ce qui est, vous pouvez le lire, ça reste encore, il y a une quarantaine d'années, mais ça reste encore largement prophétique sur la façon de comprendre le travail, le rapport de travail à la famille, le rapport de travail avec la nature. On a tous ces éléments-là qui sont absolument intéressants. Et donc, si je reviens un tout petit peu sur ce que dit, l'homme, il y a une forme de destination au travail. Et elle est dès la Genèse, hein, c'est l'appel biblique à prendre soin de la terre, à cultiver la terre, qui est dès la Genèse. Et là, on a une volonté finalement du Créateur de confier à l'humanité cette terre pour qu'il en prenne soin et qu'il veille à cette diversité. Donc c'est quelque chose qui a un sens profondément théologique dans la façon dont on travaille et dont on prend soin de la terre, mais aussi de nos frères. Saint Cassien disait que travailler, c'est prendre soin de ses frères. Et on voit bien que, notamment dans l'ordre bénédictin, la façon dont on travaille pour faire que la communauté vive est un acte de charité, est également à la fois prière et charité. Donc il y a une forme d'appel à travailler, et d'où le fait que c'est dans le travail, il y a une pleine humanité. En fait, Saint Jean-Paul II disait, dans le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme, et même en un certain sens, il devient plus homme. Et on sait bien le drame du chômage, le drame du manque de travail, qui fait qu'on a cette souffrance de ne pas pouvoir travailler. Et dernier point, je reprends un peu ce que dit, ça c'est plutôt François qui le dit et le redit, aider les pauvres avec de l'argent donne toujours une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Donc la question est vraiment la question de fournir du travail à tout le monde, mais j'y reviendrai après, de fournir un travail que nous on appelle aux EDC un travail de qualité, un travail qui soit un travail pas forcément un travail de diplômé, mais un travail qui a du sens, et je détaillerai plus précisément ce qu'on le signifie. D'où que le fait, et que ce que disait, de dire, dans le fond,
le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail. Mais l'inversion, une forte inversion de dire la question, elle n'est pas comment l'homme travaille, elle est comment le travail permet à l'homme de grandir. D'où deux remarques. La première, c'est qu'il y a le scandale de la souffrance au travail. Il faut quand même être lucide. S'il y a de très très grandes joies à réussir un projet, à satisfaire, moi je suis très très touché des personnes qui sont attentives à leurs clients, des personnes qui s'occupent, des aides-soignantes qui s'occupent des personnes qu'elles soignent. Il y a une très grande satisfaction à s'occuper des autres. Et c'est vrai qu'il y a de très grandes joies à créer, à construire, à fabriquer. Et il faut y revenir. Mais il y a aussi des souffrances terribles. Hein, on a parlé du chômage, mais il y a aussi des rémunérations inappropriées, il y a aussi le travail trop segmenté où il n'y a plus de créativité possible. Tous les bullshit jobs, les jobs où on ne sait pas trop à quoi ça sert, voire même des boulots qui s'entretiennent en eux-mêmes sur des gestions de réglementation où on a des spécialistes de la réglementation, il y a des choses tout à fait intéressantes. Tout ça, il y a quelque chose de l'ordre du scandale parce que ça touche l'humanité de la personne. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup, parce que c'est une phrase de François, François qui disait « Sur la Terre, il y a peu de joies plus grandes que celles que l'on expérimente en travaillant, mais il y a peu de douleurs plus grandes que les douleurs du travail, quand le travail exploite, écrase, humilie, tue. » Voilà. Donc on a, premier point, conséquence, c'est ce scandale du travail. D'où la conséquence qui est une des plus grandes convictions d'ailleurs des EDC, hein, de notre mouvement, c'est de dire l'importance qu'on a dans le travail que l'on fournit. C'est pour ça que nous, on parle de fournir non seulement un emploi, mais aussi un emploi de qualité. Alors, les deux comptent. Je me souviens très bien d'un président des EDC le jour où je l'ai rencontré, qui m'a dit bah, écoute, si tu peux créer de l'emploi, tu as l'obligation d'en créer. C'est pas un choix, c'est pas facultatif, tu as l'obligation d'en créer. Là, j'ai dit je suis content de t'avoir connu parce que quand on est consultant, on est peinard quand on est tout seul. Enfin, quand on commence à avoir des employés, on n'est pas très nombreux. C'est là où un certain nombre de difficultés arrivent. Mais il y a une forme de devoir de créer de l'emploi quand on est entrepreneur, et puis il y a aussi de fournir un travail de qualité. Mais je dirais aussi, c'est vrai aussi de tous les managers, voire même de chacun de nous. C'est-à-dire comment, en tant que manager, là où je suis, je fais en sorte que mon travail soit de meilleure qualité. Alors quand j'entends par qualité, j'ai deux questions. Donc je mets trois éléments et là je renvoie à la Lorraine exercice au paragraphe 5, 7 et 8. Et on retrouve pour ceux qui ont fait Zaché la distinction du modèle du travail de Pierre-Yves Gomez. Il faut voir les trois dimensions du travail. La première, c'est la dimension objective, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que je fais vraiment est utile à la planète, est vraiment utile aux autres? Est-ce que c'est bon pour les personnes avec lesquelles je travaille? Et là, j'ai deux citations, une qui je trouve absolument extraordinaire, c'est une citation de saint Ambroise. Chaque travailleur est la main du Christ qui continue à créer et à faire le bien. Je vous la répète. Chaque travailleur est la main du Christ qui continue à créer et à faire le bien. C'est autre saint, Basile de Césarée disait, et commentait, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est pour cela que le travail est sacré et que tout ce qui contribue doit être traité comme étant au service de Dieu. Il faut dire que notre travail, il est non seulement il doit être utile, mais il a ce caractère sacré qui fait que moi je vois un commercial, si on lui donne quelque chose qu'il a à vendre qui n'est pas bon pour le monde, qui n'est pas très utile pour le client, et en plus il n'est pas libre, parce qu'on peut l'instrumenter et créer un certain nombre de techniques, il y a quelque chose qui tourne pas rond. À l'inverse, on peut travailler sur, et on a des clients, y compris sur des plateaux téléphoniques, on peut travailler à pousser des choses qui soient bonnes pour le monde, utiles pour les clients, et en laissant la totale liberté. Et en posant bien le sujet pour que le client soit réellement libre dans son choix. La première dimension, c'est la dimension objective, qui est qu'est-ce que je fais et ce que je fais a vraiment du sens parce que je contribue à la création, je contribue à ce que Dieu m'a confié pour faire vivre la planète et mes frères. Deuxième dimension, c'est la dimension subjective. C'est la part de ce que l'on met de soi dans le travail. C'est-à-dire, est-ce que dans mon travail, est-ce que je suis réellement créateur? Est-ce que quand je suis dans la question de l'artisan, est-ce que dans la façon dont je construis, est-ce que mon travail non seulement est bien fait, mais je peux reconnaître dans ce qui a été fait quelque chose qui est de moi et de personne d'autre? Et on sait bien, quand on observe, y compris sur
des chaînes un peu mécaniques, personne ne travaille de la même manière, et donc il y a toujours une forme de signature de ce que l'on fait. Et donc, cette deuxième dimension qui est faite, qui va donner du sens, c'est-à-dire que ce que je fais est unique, et moi, ma personne, a pu contribuer à cette création. Et là, j'en ai eu. Alors, c'est pas un docteur de l'Église, mais je l'aime beaucoup, c'est Simone Veil, qui est une phrase qui est absolument fulgurante. Non seulement que l'homme sache ce qu'il fait, mais si possible, qu'il perçoive l'usage, mais surtout qu'il perçoive la nature modifiée, que pour chacun, et c'est surtout ça, que pour chacun, son travail soit un objet de contemplation. Est-ce qu'on a le temps, dans les entreprises, de prendre le temps, de dire, dans le fond, mon travail est bien fait, et je peux l'admirer. Et il y a moi dedans. Il y a moi, et Dieu m'a donné cette chose à faire. Alors ça, c'est cette deuxième dimension qui, pour moi, est facteur de sens et nécessaire. Troisième dimension, qui est la dimension collective. On parlerait peut-être avec le télétravail, et que ce travail soit non seulement un moment de service, mais aussi un moment où je suis avec les autres. Et où je partage des valeurs, je partage l'appartenance à un groupe. Moi, je suis très touché que dans certaines usines, on voit que les personnes sont fortement mobilisées et trouvent du sens parce qu'en fait, ils retrouvent leurs collègues et ils vivent avec leur équipe. Et là, il y a une forme de création de richesse relationnelle. Je pense que le terme de richesse relationnelle n'est pas bien comprendre, qui est comme une forme d'alliance entre des personnes, de création d'une communauté qui est aussi nécessaire. Et François rappelait toujours dans le même discours que le travail est une fraternité. Et dans la mesure où c'est une fraternité, il mérite qu'on lui apporte du soin. Et chacun peut espérer être soigné comme Dieu souhaite chacun. Donc il y a cette troisième dimension collective. Et la question du sens peut être abîmée sur les trois. Je peux avoir besoin des trois. Je peux être abîmé parce que ce que je fais n'a pas de qualité objective. Il n'y a rien de moi parce qu'on et puis troisièmement, non, ma relation, voilà. Tout ça, c'est ces éléments qui veulent, voilà, ces trois éléments qui permettent de réfléchir à finalement ce qui permet de donner du sens. C'était un peu long. J'aurais dû commencer par dire, je vous remercie. Merci. Donc là, on a vu ce que devrait contenir le travail idéal, voilà, de qualité. On va peut-être s'arrêter un petit peu sur la question de l'attractivité des emplois que vous proposez aujourd'hui. Puisqu'on voit que beaucoup d'entreprises ou de services publics dans la santé ou l'éducation ont du mal à recruter actuellement. Et donc, on parle beaucoup d'augmenter l'attractivité des emplois. Le document que l'on a mis sur notre site donne les conclusions de rapport du ministère du Travail sur les métiers en 2030, qui prévoit que des déséquilibres vont continuer à apparaître dans beaucoup de métiers très divers, alors des agents d'entretien, des aides à domicile, des conducteurs de véhicules, des ouvriers qualifiés du bâtiment et de la manutention, des cadres dans le tertiaire, etc. Plusieurs réponses à notre questionnaire posent aussi la question de l'attractivité des services publics, les soignants, les enseignants, la justice. D'un autre côté, la transition écologique va impliquer la reconversion d'un grand nombre de salariés, donc des entreprises vont devoir attirer de nouveaux employés. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour améliorer l'attractivité des emplois? Vos idées. Merci. Et effectivement, pour moi, quand on pose cette question de l'attractivité des emplois, je n'ai pas forcément de solution à ce stade parce que j'arrive sur un marché du travail que je trouve cassé. Parce qu'il y a effectivement des emplois dont on va avoir besoin, ou dont on a vu qu'on avait besoin, des emplois qu'on a qualifiés d'essentiels à certains moments et qui n'arrivent plus à recruter, qui se retrouvent avec des pénuries de main-d'œuvre, en incapacité d'assurer le travail, et avec toute une question qui est même celle de la dignité de certains emplois, où on disait travailler pour les autres. Aujourd'hui, c'est dans des conditions tellement déplorables. Allez, on pensait à toutes ces questions des aides-soignantes, des jobs infirmiers, même question d'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup dans ces secteurs-là de gens qui sont plus en mesure de faire leur travail de la bonne manière, un travail de qualité. Et donc, il y a une question même de soi par rapport à cette dignité du travail. Et donc, comment ces jobs essentiels, en tout cas dits essentiels et de première ligne, se retrouvent dans ces situations-là. Donc, évidemment, la question de la rémunération qui est associée. Et dans le même temps, sur d'autres jobs, on sait qu'on va en avoir besoin, sur la question de la transition écologique. Tout de suite derrière, il y a des questions de reconversion, mais donc la reconversion qui implique de la formation. Si on va droit dans le mur, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas du tout ce qui est en train de se passer, on va vers un chômage de masse sur certains postes,
une disparition de certains emplois et derrière des entreprises qui n'arriveront pas à recruter alors qu'elles sont essentielles pour cette transition dans laquelle on arrive. Donc vraiment un gros problème d'adéquation qu'on constate aujourd'hui, une transition qui risque de se faire de manière complètement injuste en laissant certaines personnes sur le carreau aussi derrière. Et donc, pour moi, il y a vraiment une réflexion mais de modèle complètement de ce qu'on a mis derrière le travail aujourd'hui, en reprenant le temps de définir ce qui est essentiel, ce dont on a besoin demain, ce qui est un travail bien fait et comment on se donne les moyens pour que le travail puisse être bien fait, que les gens soient accompagnés, qu'on ait un temps qui soit consacré, qu'on ait une reconnaissance de certains travails, quitte à ce qu'on se dise qu'il y a des jobs dont on n'a pas besoin demain et que c'est pas très grave, mais qu'on va aider les gens à passer sur autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un gros besoin qui passera forcément par le sens et qu'on est capable d'y donner, mais par une réflexion vraiment collective de quel job avons-nous besoin demain, quel métier on a besoin et comment collectivement on s'assure de pouvoir mettre ça en place aujourd'hui. Là, pour l'instant, les premières billes de réponse que j'ai face à mon arrivée sur le marché du travail, qui est un peu chaotique à ce que j'observe. Est-ce que les questions d'autonomie dans le travail, de relations dans le milieu du travail, c'est quelque chose d'important aussi? Moi, c'est effectivement des paramètres super importants, enfin, moi, dans le choix d'un travail, qui vont être beaucoup plus personnels. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui auront besoin d'une grande autonomie dans leur travail. Moi, j'adore qu'on me laisse un champ libre, carte blanche et derrière beaucoup de reconnaissance de ce que je fais, mais surtout beaucoup d'autonomie. Je connais des gens qui auront besoin de beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de guide. On parlait tout à l'heure du fait de ne pas vouloir être manager. Enfin, je pense que oui, il y a peut-être des gens qui se disent non, aujourd'hui, je préfère être accompagné, cadré. Donc, en fait, pour moi, c'est important d'avoir une entreprise ou une organisation qui fera attention aux attentes et aux besoins de chacun, qui a clairement un besoin d'écoute des espaces où on puisse verbaliser ces attentes-là et qu'elles puissent être écoutées. Ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. On n'aura pas pour autant les mêmes pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de modèle standard. Je ne pense pas qu'on puisse dire, par exemple, demain, une entreprise qui laisserait l'autonomie à 100% à tout le monde, ce serait l'entreprise idéale, parce qu'elle correspondrait à certaines personnes et pas à toutes. En revanche, une entreprise qui donne du sens et qui réfléchit à pourquoi le travail, pourquoi les gens viendraient tous les matins et quelle est mon utilité sociale, là, je pense qu'on commence à poser de vraies bonnes questions. Et que quand on attaque la question, on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont commencé à le faire, où ben, nous les jeunes, et en fait, je pense tout le monde, se disent, bah, ça, c'est une belle entreprise. Et en fait, ce jugement de ça, c'est une belle boîte, il peut venir de facteurs extrêmement subjectifs, mais on se dit, bah, on a l'impression qu'il y a une attention prêtée au centre de travail, une attention prêtée aux équipes, une envie de faire mieux, de se déployer. Et ça, c'est des choses qu'on perçoit et qui sont encore vraiment primordiales. Merci. Alban, sur la même question, l'attractivité des emplois. Ben, je pense que déjà, il faudra les connaître, les emplois. Et que les gens, et les jeunes notamment, je ne sais pas un proche, mais ne savent pas du tout ce que sont la plupart des jobs qui peuvent leur être potentiellement proposés. Moi, j'ai été tuteur d'étudiants pendant 10 ans à l'ESSEC et j'avais des jeunes, et encore une fois, je ne leur en veux pas, mais qui étaient dans la représentation de ce qu'est le monde du travail, de ce qu'est le contenu des jobs. C'est pour ça qu'il y a des stages, c'est pour ça qu'il faut accepter de découvrir ça. Dans un contexte où il y a un niveau de défiance en France contre toutes les institutions, mais alors l'entreprise, c'est le top du top, donc avec énormément de désinformation de ce qui peut faire le bonheur au travail. Le bonheur au travail, c'est pas forcément de travailler dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou qui fait de l'énergie verte. Je vous promets que même dans la banque, si, il y a des gens très heureux de faire venir quelque chose. Non, mais je blague, mais on est très très emprisonné par rapport à cette présentation. Et je pense que j'ai pas de solution miracle, mais il y a quelque chose à repenser sur ce qu'on transmet à l'école, sur le mode de fonctionnement collectif d'une part, et sur la compréhension de ce qu'est un job. Je pense qu'on a tous une responsabilité aussi. Pourquoi il faut attendre qu'il y ait des attentats pour qu'on applaudisse les policiers? Pourquoi il faut attendre qu'il y ait le Covid pour qu'on applaudisse les soignants? Pourquoi est-ce qu'on dit merci à ces gens-là? Est-ce qu'on dit merci aux éboueurs? Est-ce qu'on dit merci? Est-ce qu'on se sent on est un peu français, donc on râle tout le temps, puis c'est la faute de l'État, ça c'est bien connu, mais est-ce que nous aussi, par notre témoignage, on valorise ces métiers-là? On dit merci à un médecin qui a bien fait son job. Est-ce que moi, quand je rentre du boulot, ma femme est dans la salle, donc en fait, je réfléchissais tout à l'heure, je me dis non, je suis pas sûr que je le fasse bien. Est-ce que moi, quand je rentre à la maison et que je pose avec ma femme et mes garçons, je parle bien de mon travail, à part râler en disant ah ouais, je finis pas encore emmerdé aujourd'hui.
Mais est-ce que j'ai moi-même le recul de me dire, aujourd'hui, j'ai vécu un truc très très bête, mais c'était vachement bon, en fait. C'était vachement heureux. Sans être dans la naïveté, hein, mais c'est un peu ce que Nicolas disait, est-ce qu'on est capable de s'émerveiller un peu devant ce qui peut se passer au travail? Vous savez, il y a même des gens qui font des tableaux Excel toute la journée, et ben c'est juste miraculeux ce qu'ils font. Il y a plein de gens qui me disent, et avec le confinement, il y a des tas de gens qui disaient, non mais attends, les soignants, ils sont déviés, les éboueurs vont les vides de poubelle, enfin, les caissières, elles nous permettent d'aller faire des courses. Moi, je fais des tableaux Excel. Allô, quoi. Enfin, bon, voilà. Eh ben non, je suis pas d'accord avec ça. D'abord, il y a des gens qui adorent faire des tableaux Excel, et en plus, ils sont vachement meilleurs que moi. Je suis content de les avoir dans la vie. Il faut savoir utiliser les compétences qu'on a. Non, mais au-delà de ça, il y a des plaisirs qui sont aussi de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la manière dont on fait bien son travail. Et je suis pas sûr qu'on témoigne bien de tout ça, en fait. Et qu'on soit tout le temps juste aussi. Là, il y a une grève, des grèves chez Exxon et Total, donc bah, il faut compliquer dans les stations-service. Hein. Et moi, j'entendais même au boulot des gens dire, mais que fait l'État? On va faire l'État dans une négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Enfin, je peux renvoyer l'armée, c'est une petite politique de la police, on n'est plus très très loin, mais espèce de mélange de genres avec d'un côté, on attend tout de l'État et parfois à d'autres moments, on attend tout de l'entreprise, mais nous, en fait, c'est quoi le job qu'on veut donner, la place qu'on veut donner au travail dans nos vies et comment on veut valoriser tout ça. Et puis un dernier point, c'est que je crois durablement qu'il y a des moyens d'anticiper ce dont on aura besoin demain. Alors, c'est pas pour dire qu'à nos jeunes, on va les obliger à être soignants, informaticiens, commercial ou aidant à la personne. Ça fait 30 ans, hein, je sais comment que les gens enseignent ça. Est-ce qu'on peut arrêter de créer des BTS photo où il n'y aura pas de débouchés? Je dis, j'ai un très bon ami qui est prof en BTS photo. Et il y a 10-15 ans, il était prof de génie électrique avant, et il est prof dans tout ce qui est matos, photo. Et je lui ai dit, mais mince, c'est quoi les débouchés? Alors il me dit, bon, ils seraient tous photoreporters, c'est un peu un mélange entre Albert Long, photographe pour Paris. La plupart du temps, ils sont plutôt vendeurs chez Photostation. Bon, autant vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de photostations aujourd'hui. Et un jour, il dit, mais il y a encore 2-3 nouveaux BTS. Et je lui dis, mais pourquoi? Mais parce que ça dépend des collectivités locales et qu'il y a des parents qui vont aller, parce qu'il n'y a pas de BTS photo dans la région. D'accord. Ça fait 40 ans qu'on sait qu'on va manquer de médecins et 30 ans qu'on sait qu'on va manquer d'informaticiens, d'aides-soignants, etc. Et très longtemps, je me suis dit, oui, mais c'est compliqué, il n'y a plus de commissariat au plan, enfin, tout ça, on n'utilise plus, c'est faux. Moi, fais des demandes de papier pour des collaborateurs de nationalité étrangère dans toutes les préfectures de France. Vous avez une liste des métiers sous tension qui savent vous dire, en France et dans notre territoire, on manque de ça, de ça, de ça, de ça. Et donc, si Sartori demande des papiers pour, si ça colle, je peux le faire. Donc, on a un schéma d'analyse, un schéma cognitif. Alors, je ne dis pas que ça va devenir un grand totalitarisme où Apolline, il y a 10 ans, mais toi, Apolline, tu as pioché, toi, ce sera aide-soignante. Mais je veux pas. Mais tant pis, ça, tu feras quand même. Bien entendu que c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais est-ce qu'on peut pas quand même se concentrer collectivement sur les besoins qu'on aura demain? Et puis, on parlait à nos jeunes. Et en disant, mais je te force pas, mais va tester, tu as un stage de 3e, tiens, et c'est ce boulot-là. Déjà, ça déconstruira un certain de ta représentation, et en plus, ça te permet de voir que ça peut être très bien. Et puis, toute dernière chose, il faut aussi permettre de la dignité dans ces différents jobs. Il y a des jobs qui sont désertés parce que les conditions d'exercice ne sont pas justes. Ça peut être divers d'ordre, l'organisation du travail, les moyens mis à disposition, les questions de galop, enfin, je sais, mais aussi parce qu'il y a des choix collectifs qu'on ne comprend pas. Nous, en tant que citoyens. Quelqu'un que je connais, qui nous suit peut-être à distance, qui est assez proche de l'hôpital Foch, me dit que ça fait plusieurs années que je demande à Valérie Pécresse de construire des appartements pour les infirmières. Parce que quand on est infirmière, on ne peut pas être payé comme un praticien hospitalier, c'est un peu compliqué dans la gestion des chèques de rémunération. Alors, c'est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas d'avis sur le sujet. Le truc, c'est que c'est des infirmières dont ils vendent, on dit c'est un peu gentil, mais moi je suis mère seule, j'ai des enfants, je ne peux pas aller vivre à côté là, avec mon salaire d'infirmière, c'est pas possible. Quels sont les choix qu'on fait collectivement pour aider la mobilité fonctionnelle et géographique? Les Français sont les plus mauvais en termes de mobilité géographique. Il y a des régions où faire 50 km d'une ville à l'autre, c'est un calvaire. Je ne parle même pas d'aller de Bordeaux à Strasbourg. Ce n'est pas le cas des Italiens, ce n'est pas le cas des Allemands. Et en même temps, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour dire aux gens, écoute, la première année, je vais te payer ton appart, écoute, toi, tu as la formation vachement bien, tu es à Bordeaux, moi, je suis à Lille, mais pendant un an, je te fais une franchise fiscale, etc. C'est autant de questions qui sont à débattre. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a vraiment un choix de société, un choix collectif et politique qu'il faut qu'on fasse ensemble.
Merci Alban. Nicolas, c'est la même question. Je vais renforcer sur 2 points qui complétaient. Le premier, c'est effectivement, il y a besoin de revoir la façon dont les formations correspondent mieux au marché de l'emploi. Puis le deuxième, en tout cas, moi, je suis très attaché, c'est de remettre le travail à l'honneur. Il faut apprendre à dire ce qu'on aime. Et même dans les entreprises, moi, je suis très touché on travaille beaucoup sur la façon dont ce qu'aiment les personnes. Pour nous, la question de l'amour dans l'entreprise est une question clé, donc, au sens de qu'est-ce qu'on aime faire, tout simplement parce que l'homme est fait pour aimer et être aimé. Donc, c'est très fondamentalement, on travaille sur des questions sur j'aime mon client, enfin des questions qui sont fondamentales. Et moi, ce qui me frappe, c'est plusieurs choses. La première, c'est que très peu de gens savent parler de ce qu'ils aiment faire. Je suis convaincu que quelqu'un qui va dans une école, qui va dire « moi, les tableaux Excel, et vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'adore, il y aurait des vocations. » Il viendrait soutenir un bien. Pas des tableaux Excel. Pas des tableaux Excel. À propos de Lego. Je pense par exemple aux hôteliers. Les hôteliers, on mesure la satisfaction d'à peu près dans tous les métiers. Le métier hôtelier est un métier difficile, très mal payé, c'est pour ça qu'ils le payent, mais c'est un métier où les gens sont heureux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils reçoivent les personnes, ils s'occupent d'elles, ils ont une totale créativité. Si vous imaginez dans un hôtel, c'est de la déco, c'est aussi de la plomberie, l'électricité, mais on peut absolument tout, on a une richesse de créativité absolument incroyable. Bon, les clients deviennent un petit peu parfois un peu pénibles, mais globalement, ça reste toujours une minorité, les clients pénibles. Donc, c'est des métiers où, dans la mesure, et chez Gallup, c'est pareil, ça, on est parmi les personnes les plus heureuses. Ils sont incapables de dire à quel point c'est extraordinaire de recevoir un. Et ça, je pense qu'il y a un vrai travail dans les entreprises à retrouver cette pêche pour son travail et arrêter de pleurer parce qu'en fait, je pense qu'en fait à la Brenne, on sait bien que 85 à 90 ou 95% des gens aiment leur travail aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de développer de remettre à l'honneur le travail, et en particulier dans nos cœurs. C'est pas simplement le mettre sur un pédestal, c'est le mettre dans nos cœurs et être capable d'en parler. Parce que quand on parle, je reviens un petit peu sur les directeurs d'hôtel, mais quand on les fait former, leur fait expliciter ce qu'ils aiment, ils s'éclatent, et quand on leur fait raconter à recruter, on a le recruter vient, enfin beaucoup plus facilement, et on stabilise, il y a beaucoup de choses qui se passent, et moi j'ai dans mes clients des entreprises hôtelières qui ont toutes leurs équipes complètes. Ça existe. Ça existe. Et même dans d'autres, on peut le faire, mais il y a quelque chose à revoir sur la façon dont on travaille. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est de dire aussi, ce que je dis n'est pas scientifique parce que c'est juste 3 études qu'on a faites, mais par contre, c'est une réflexion. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est que par rapport aux attentes, il y a de plus en plus de différences entre les personnes. C'est de plus en plus éclaté. J'ai l'impression, enfin, c'est peut-être que je me méfie un peu de ce que je dis, mais donc ça sera qu'une hypothèse, mais il y a des différences assez fortes entre les attentes des jeunes et des moins jeunes, et que dans la façon dont les entreprises fonctionnent, elles vont devoir être beaucoup plus dans une forme de personnalisation dans la façon dont on prend en compte les personnes, du moins tant qu'il y a de l'attention sur l'emploi. Et si possible, avec une forme de personnalisation de l'accueil dès le premier entretien, qui est un premier acte de management. Et puis, voilà. Donc ça, c'est le troisième élément. Puis le dernier point, il faut les embaucher, mais il faut les garder. Et là, toutes les questions qu'on a vues sur le sens donné au travail va devenir absolument clé, de façon à pouvoir faire en sorte qu'ils y soient bien. Et je pense que il faut aussi accepter que les gens partent, c'est nécessaire qu'une personne évolue, mais en travaillant, on doit pouvoir réussir, non pas à avoir systématiquement, ne pas avoir de difficultés, mais au moins à avoir moins de difficultés. Voilà. Et puis, il faut quand même penser à ces métiers qui sont sous très forte tension. On a parlé de l'hôpital, où on suit pas mal d'hôpitaux. Il y a quand même là, il y a peut-être des phénomènes d'urgence. Il y a quand même, dans l'hôpital public, on entend, ça fait des années qu'on les suit, on dit tout le temps ça va mal, mais là, on a quand même l'impression qu'il y a des éléments qui sont devenus extrêmement graves en termes d'incapacité à ouvrir certains
certains services, à assurer le service normalement, et donc il va y avoir sans doute nécessité, et ça va nous concerner, la nécessité ça va nous concerner, de revoir un petit peu la façon dont la santé est exercée en France. Merci. Faisons un focus maintenant sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est un autre défi du monde du travail. Là encore, le ministère du Travail a fait des statistiques et il dit que voilà, 13 à 14% des salariés déclarent recevoir des reproches de leur entourage du fait de leur manque de disponibilité liée aux horaires de travail. On n'est pas beaucoup. On ne posera pas la question à la tribune là. Alors, je ne sais pas, Apolline, est-ce que vous pensez que c'est une question qui se pose dans les débuts de carrière? Est-ce que c'est un élément auquel les jeunes font attention dans le choix de leur travail? Là, encore une fois, ça va forcément dépendre du niveau de diplôme et du choix qu'on peut avoir, parce que c'est quand même un luxe de pouvoir se poser la question de choisir un job où on est dans un bon rythme, quelque chose qui nous va. Après, clairement, pour les personnes que je connais, pour moi, pour les gens qui arrivent à avoir le choix, c'est primordial d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Moi, mon premier CDI, j'ai demandé un temps partiel. Là, tout le monde m'a regardé, mais tu n'es pas enceinte, tu as l'air d'être bien, que se passe-t-il? Et la question, c'est juste, mais je fais d'autres choses à côté, et donc mon travail de type rémunéré ne sera pas 100% de mon activité. Et donc, en fait, derrière, il y a aussi la question de ce qu'on entend par travail, parce que finalement, je travaille 7 jours par semaine, entre les engagements associatifs, les projets que je porte, même le fait d'être dans un jardin et d'être en train de cultiver des choses, même si c'est chez moi, ça fait partie du travail. En fait, c'est juste que moi, clairement, il y avait le travail qui était le travail salarial. Il y avait ce travail dans une entreprise qui aujourd'hui produit des choses, qui était quelque chose qui me va bien, mais avec un besoin d'équilibre. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec des gens qui vont chercher finalement soit plusieurs travails, soit un engagement équilibré entre une forme d'engagement associatif et d'engagement dans une entreprise. Des rythmes hybrides qu'on a pas mal vu émerger aussi avec les questions environnementales, parce que du coup, des gens qui se disent qu'ils ont un job dans une entreprise, qui commencent à se poser des questions, mais de là à envoyer tout valser, c'est peut-être un peu tôt, mais une porte ouverte, du coup, je suis engagée dans une association à côté, retrouver du sens, puis petit à petit rééquilibrer ce qu'on a au niveau professionnel, c'est aussi des rythmes qui ont commencé à émerger. Et là, récemment, alors j'ai deux copains qui sont carrément partis sur quelque chose de complètement nouveau, mais ils font des candidatures à 2 sur des postes. Parce que les 2 bossent à temps partiel, donc les 2 bossent 2 ou 3 jours par semaine, et donc ils ont des doubles CV. Voilà. Donc aujourd'hui, normalement, un CV double avec leurs compétences mixtes et avec une lettre de motivation qui dit bah, on est 2 sur ce poste-là et on se le répartira, on se le partagera. Vous allez voir, pour vous, c'est que du bonus, vous aurez 2 cerveaux et on se répartira le travail sans problème, mais on est 2. Non, moi, j'avais jamais vu ça encore aussi. Et en fait, en discutant, je trouve ça super intéressant. Et c'est à la fois un équilibre que eux vont chercher, c'est peut-être une solution qui est la leur. Ce sera pas la même demain, mais moi, pareil, je suis un peu avec mes gros sabots de ben voilà, ce sera que 4 jours dans la semaine et pas 5. Et puis, ben, je suis pas prête à rester travailler trop tard le soir tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a des urgences à certains moments, oui. Mais je peux dire non. Je peux dire, en fait, là, non, ça fait 3 jours que je termine tard. Je vais me coucher, je vais faire du sport, je vais faire autre chose. J'ai d'autres engagements et c'est légitime. Et j'ai la chance d'avoir une entreprise dans laquelle c'est OK, mais que j'ai choisi comme ça aussi. Je ne serais pas partie dans une entreprise qui n'aurait pas accepté un temps partiel, ni même une entreprise où on m'aurait expliqué qu'il y avait des horaires stricts. C'est quelque chose que je n'aime pas. Et en fait, je pense que c'est aussi des modes d'organisation qui vont correspondre à chacun. Et là, pareil, on parlera peut-être du télétravail aussi, mais on peut avoir tous des attentes un peu différentes. Donc, je pense que c'est un sacré bazar à concilier aujourd'hui pour des recruteurs, pour des entreprises, avec des attentes dans tous les sens. Moi, j'aimerais Ils vont travail, venir maintenant à 2 pour chaque poste. avec 2 chaque fois. On va en sortir, moi. Et puis, le retour, c'est pas le soir. Et puis, voilà, donc en fait, ça bouge, il y a des questions, il y a des attentes. Mais ce qui est sûr, c'est que la question, moi, je trouvais qu'elle était vraiment posée régulièrement entre les collègues, dans les entreprises. Et en fait, quel que soit le niveau de qualification dans l'entreprise, c'est juste qu'il y a des gens qui ont moins de marge de négociation. Mais en fait, quand on leur demande ce qu'ils ont comme équilibre, peut-être qu'ils n'ont pas pu négocier leur rythme différent, mais sauf que l'attente, elle est là quand même. Parce que c'est vraiment quelque chose de très partagé. Oui, on a entendu aussi dans l'hôtellerie-restauration des hôteliers qui proposaient des 4 jours par semaine parce que c'était la seule façon pour eux d'embaucher. Voilà.
Alors, le DRH sur l'importance du professionnel, vie privée. Merci de cette transition. Non. Bon, d'abord, on n'a pas fait le deuil totalement d'une société du travail, mais c'est une société tout court, hein, où monsieur travaille et madame est à la maison, quoi. On n'est pas sorti de ça. Enfin, quand Apolline dit t'en penses ça, t'es enceinte. C'est absolument génial. Enfin, c'est assez terrifiant, peut-être, mais on n'est pas totalement sorti de ça. Je pense qu'aux deux extrêmes de l'échantillon, il y a des emplois peu qualifiés qui ont énormément souffert du passage au 35 heures, parce que ça a été un morcellement en fait des temps de vie très fort. Moi, je me souviens des personnels d'entretien, notamment, qui faisaient des journées complètes, qui se retrouvaient à faire du 6h, 9h et du 16h, 19h après. Moi, j'ai un monsieur charmant à qui je papotais le soir quand il me la nouvelle et qui habitait à, je sais plus, à 2h30 de. Et en fait, il me racontait que toute la journée, il marchait dans Paris. En fait, il n'avait pas le moyen de revenir chez lui dans la journée. Donc, c'est assez caricatural, mais bon, il y a beaucoup de métiers, hein, et les métiers de première ligne, hein, pendant le Covid, notamment, hein, sont des gens dont on a énormément morcelé l'organisation du travail, et donc on a objectivement pas mal trouvé la vie, quoi. À l'opposé, il y a les jeunes cadres dynamiques qui ont accès au télétravail, qui posent des tas de questions sur l'équilibre vie pro-vie perso. Donc certains vont dire le télétravail, c'est une prime aux feignants, mais je leur réponds, mais les gens, ils étaient déjà feignants sur place. Ceux qui ne voulaient pas bosser, déjà, ils étaient feignants. C'est sûr que c'est un peu pire quand on les a pas sous les yeux, mais ça ne change rien. Moi, le péril que je vois, c'est le péril opposé. C'est-à-dire de gens qui, comme implicitement, on dit, bon, bah, globalement, télétravail, tu n'as plus de temps social, quoi. Donc, tu gagnes vachement en productivité. Donc, tu vas faire du Zoom ou du Teams de 8h30 à 20h30 et ça a été assez dramatique, hein, la période de confinement. Et je me disais, mais c'est affreux, quoi. Enfin, il y a un collègue qui me disait, tu vois, quand je suis dans une réunion physique, bon, je me lève au milieu de la réunion, tout le monde comprend que je vais aux toilettes. Bon, bah, en Teams, tu te lèves, bah, faut que tu te justifies. Donc, et je trouvais que l'allégorie est un peu débile, mais elle est assez vraie, en fait, sur cette espèce d'hyper-exposition que ça a pu créer. Donc ça, on n'est pas sorti de ce modèle et on n'est pas sorti d'un autre modèle qui est que une vie, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'en entreprise, vous commencez piou-piou, alors vous travaillez beaucoup, ou un peu moins parce que vous êtes piou-piou, puis après vous commencez à prendre des responsabilités, c'est quand même vachement important, donc vous bossez un peu plus, et puis vous continuez un peu tout le temps. Bah non. Dans la vie, il y a des moments de la vie où quand on est jeune et célibataire et qu'on a de la bande passante disponible, on peut bosser beaucoup, ça pose pas de problème. Puis un jour, peut-être qu'on va avoir l'idée totalement saugrenue de se mettre en ménage et d'avoir des enfants, et tout d'un coup, on est frappé par 2-3 contraintes, quand même, objectivement. Et puis qu'après, les enfants vont grandir et qu'on va peut-être récupérer de la disponibilité, mais que, accessoirement, et c'est mon quotidien, l'un, hélas, attrape une maladie ou est salarié aidant, l'autre décide d'avoir d'autres engagements. On est toujours dans le toujours plus, en fait, dans nos schémas d'organisation. C'est-à-dire qu'on doit travailler toujours un peu plus. J'ai une illustration de ça, il y a des enquêtes de collaborateurs qu'on a pratiquées assez longtemps, et notamment sur la question de la rémunération dans l'entreprise. Je sais qu'on ne parle pas de rémunération, mais qui va voir que je ne parle pas de rémunération. Et c'est illustratif. Donc déjà en France, quand vous avez 50% de collaborateurs qui sont contents de leur rémunération, a priori c'est que vous avez bourré les urnes. Vous allez au Brésil ou en Russie, il y a des entreprises sans qu'on ait corrompu les gens ou leur mis une flamme sur la tempe, ils sont contents de leur rémunération. En France, par contre, il y a des effets générationnels, et alors tout le monde dit comment ça se fait, c'est évident. Quand vous êtes jeune, il y a l'effet lune de miel, tout est beau. C'est topissime, d'avoir gagné sa première paix, c'est le début de la vie adulte, trop bien, les scores de satisfaction absolument incroyable. À l'opposé de l'échelle des générations, alors j'ai jamais su si c'était le niveau de résignation ultime ou le niveau de sagesse ultime qui font que nos gens plutôt en fin de carrière, ils sont pas mécontents, hein, même leur rémunération. Et puis il y a un âge critique. Tout le temps, c'est les 30-40 ans. Mais alors, c'est revendicatif comme pas possible. Et ouais, 30-40 ans, c'est le moment où on est quand même bien en forme, on prend des responsabilités, donc on vous en met plein la tête, hein, comme on est bon. Ouais. C'est accessoirement le moment où on est jeune parent, donc on n'a pas de vie, quoi. Quand on dit que les jeunes enfants le soir, on revient, c'est deuxième journée, on n'en peut plus. Et comme en France, les rémunérations ne peuvent faire que ça. Vous savez qu'en droit, il faut que je constate une faute grave pour baisser la rémunération de quelqu'un. Je crois que même qu'en cas de rétrogradation, il faut que je fasse signer un avenant au contrat. On n'a pas cette mentalité de se dire j'ai du temps à donner à l'entreprise, je vais bosser comme un chien.
je vais prendre des risques, je vais prendre des responsabilités, et c'est normal que je gagne bien ma vie. Mais il n'y a jamais le mouvement retour de j'ai 60 balais, écoute, moi j'ai envie de lever le pied, j'ai eu des super responsabilités, je pense que je suis encore hyper utile pour la boîte, mais voilà, je vais passer à 4/5e, et puis au passage, moi je suis OK pour qu'on me baisse ma prime parce que. Non, en France, on est toujours comme ça. Et ça, c'est un drame pour l'organisation vie pro vie perso. C'est-à-dire que la pression ne peut être que croissante par sédimentation. À aucun moment, et c'est nous qui le décidons, hein, c'est employeur comme employé, tout le monde est dans cette représentation-là. À aucun moment, on va dire à quelqu'un, ouais, cool, tu vas être payé moins, mais tu vas vraiment bosser, c'est OK. Et si dans 5 ans, parce que tu seras débarrassé de ta maladie ou que je ne sais quoi, tu veux remettre un coup de collier, mais tu seras hyper, bien sûr, tu seras bienvenu. Il y a des gens d'entreprise qui présentent leurs excuses quand ils demandent de congé sans solde pour s'occuper d'un parent malade. Et en se disant, mais comment on va me traiter après? Mais tout va bien. Enfin, et bon courage surtout. Enfin, et si tu dis, si on peut t'aider, quoi. Juste pour vous dire qu'on a énormément de progrès à faire et que les employeurs peu scrupuleux n'ont rien à faire. Moi, j'ai un premier patron, directeur général, quand j'étais dans une entreprise de cosmétiques parce que je le valais bien, qui avait capacité à partir la tête de boulot et débarquer sur le plateau du marketing à 20h30 en disant « Oh là, le marketing, là, qu'est-ce que vous faites encore là? Faut aller au cinéma, là, comment vous serez créatif sinon ?» Ah, mais là, j'ai encore 14 de boulot, si tu veux, donc bon. Il y a encore des autres de ce type-là. Mais je pense quand même que derrière, il y a aussi un choix collectif, un choix de société, et de comment on s'autorise cette attitude sans porter de jugement et en sortant de représentations qui sont un peu obsolètes, à mon avis. Juste un chiffre au passage sur la différence dans le travail des hommes et des femmes. Ça concerne tout le monde puisque c'est la charge de travail domestique, puisque pour les personnes qui travaillent à temps complet, 19% des femmes déclarent consacrer plus de 12 heures par semaine au travail domestique, 19% des femmes et 6% des hommes. Alors, Nicolas, pas sur cette question, mais plus globalement. Alors, le partage des tâches domestiques. Comme dit la pensée sociale de l'Église. Et dans ces clés qui va sortir sur le sujet dans quelques années. Non, pas tout. Non, alors, c'est pas facile parce que là, je pense que le point que pour évoquer Othélie, alors, je vais juste essayer de développer un point complémentaire qui est le préalable. C'est qu'effectivement, en France, on se pose beaucoup la question. On va dans d'autres pays où cette question ne se pose pas. On a cette chance-là. Et d'ailleurs, moi je pense. Ah oui, ça ne se pose pas dans ce sens-là. C'est une bonne nouvelle en France. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et moi je suis assez frappé, y compris sur des rémunérations très basses, elle se pose cette question. Elle se pose. Et donc voilà, je trouve que Donc, ça, la question qui se pose. de l'équilibre de vie chez des personnes, par exemple, personnel. Je parlais des aides-soignantes qui sont des rémunérations extrêmement faibles ou dans la partie hôtelière, c'est des questions qui aujourd'hui sont installées, je pense, dans la plupart de la société. Voilà, il y a encore quelques zones d'esclavage, mais globalement, voilà. Mais ça, on peut se la poser en France. Il y a d'autres pays où on survit. Il faut qu'on ait en tête. Moi, je veux simplement évoquer un autre aller sur une autre direction, un tout petit peu pour compléter. C'est de dire qu'en fait, c'est l'interprétation des deux. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que il y a aussi une fragilité de la vie familiale liée à la façon dont l'entreprise intérieure n'intervient pas, mais inversement, les fragilités de la famille rejaillissent dans l'entreprise. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer et qui est là, par contre, pas forcément qu'une bonne nouvelle, c'est de la nécessité de prendre soin de ses collaborateurs, notamment dans les questions familiales. Moi, au sein des EDC, il y a 3 structures qui sont montées pour faire de l'accompagnement ça s'appelle à la vie, la parentalité. Je crois que c'est une nécessité aussi, la nécessité de faire d'accompagner, tout simplement parce que les familles étant globalement touchées, il y a des transmissions, la transmission de la façon dont on transmet, c'est pas transmise. Donc il y a un lien entre les deux. Et je pense que l'entreprise, de fait, a aussi l'obligation de faire attention à la question de la vie familiale, notamment sous cet angle-là. Et dans l'inverse, et Alban, tu l'as un petit peu fait aussi, la famille reste l'endroit où on apprend à travailler. Et moi, je préfère, on voit bien est-ce qu'il vaut mieux avoir
des parents au chômage ou avoir des parents qui effectivement sont un peu en retard, mais quand ils reviennent, ils ont la banane parce que leur travail est exceptionnel et ils racontent de belles choses à leurs enfants. Et je pense là aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est sur qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants en termes de goût pour le travail. Et quand on rentre le soir un peu tard, on tente de se reposer dans un verre d'eau, mais après, il y a cette double dynamique, et je pense que l'équilibre des personnes, elle est bien dans cette double équilibre, vie familiale, vie professionnelle, mais qu'on ne peut pas séparer comme quelque chose où on va peser l'un puis peser l'autre, mais il faut mieux penser comme quelque chose qui s'harmonise et se dynamise. Ce n'est pas toujours facile d'être le troisième. Merci Nicolas. Un dernier point que l'on souhaite adopter, c'est celui de l'individualisme dans le travail, l'individualisation du travail. Ça a déjà été évoqué par l'un ou l'autre d'entre vous en disant que les attentes des uns et des autres sont différentes. On y voit aussi un développement, peut-être une tendance dans le développement des travailleurs indépendants, dans une certaine mesure, en tout cas de nouvelles formes de travail indépendant, les plateformes numériques, les freelances, comme on dit, donc les experts indépendants qui veulent leur expertise. Et puis, on peut rapprocher peut-être aussi de cette tendance le télétravail. Est-ce que ça a accru cette tendance à l'individualisme? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, un risque, une opportunité? Voilà, c'est le point sur lequel j'aimerais vous entendre. Et comme il faut qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions, je vais vous proposer de regrouper à la fois votre réponse à cette question-là, sur le télétravail et puis l'individualisation du travail, et puis vos conclusions personnelles sur cette problématique. Donc, voilà, 5 minutes chacun. On laisse commencer Nicolas cette fois, du coup. Oui, d'accord. Il va râler après. Alors, l'ordre de tabou. je n'étais pas préparé. Là, savoir. Alors, moi, il y a un point qui pour moi est majeur. Quand on parle d'individualisme, ne nous trompons pas. Les structures sociales favorisent l'individualisation des comportements, mais on n'est pas tout à fait sûr que les gens soient plus individualistes. Ça, ce serait quelque chose qui serait à vérifier, et on n'a aucun élément de le mesurer. Par contre, ce qui est certain, c'est que la société nous permet, peut-être de façon illusoire, mais de vivre de façon plus individuelle. On peut faire ses courses si on voit quelqu'un, mais sans avoir de contact avec quelqu'un. On peut en plus les faire livrer. On fait son achat chez soi. Enfin, il y a plein de choses qui sont formidables éléments de confort, mais qui fondamentalement fait que, eh bien, on peut, si on ne fait pas attention, on vit de façon très individuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est une tendance sociale lourde et dans lequel le télétravail n'ajoute qu'un risque complémentaire non négligeable. Donc là, on a vu quand même au travers de la crise les gens redécouvrir le besoin d'être avec les autres. Et ça, c'est quelque chose dont il faut, parce que ça reste ancré, il faut absolument le cultiver parce que c'est un point nécessaire. Mais on a aujourd'hui beaucoup de mal à voir quelles sont. Alors, sur les conséquences court terme, on voit bien que le télétravail, ça fonctionne avec 2 jours et ça demande beaucoup d'attention dans la façon dont on crée du lien dans les équipes. Sur court terme, on voit un peu comment ça marche. Je serais très curieux de voir dans quelques années les impacts que ça a sur la vie des communautés elles-mêmes. Je ne veux pas faire d'hypothèse, mais, mais ça mérite d'être observé de très près et d'être attentif à la façon dont le lien au collectif reste maintenu. Donc ça, c'était les 5 premières minutes, hein, c'est ça? Deuxième. Okay, alors, sur la question, quels sont les sujets qui me semblent fondamentaux sur la question du travail, ce sera peut-être pour d'autres soirées. Il y a la question du digital, l'impact sur les comportements du digitaux. Certainement, le digital, on est sur une révolution qui est de l'ordre de l'apparition de l'écriture, pas certainement, sans doute. On révolutionne pas simplement nos comportements, mais surtout notre façon de penser et d'agir. Et donc, je pense que ça ne peut pas ne pas avoir des impacts. Là aussi, c'est comme le télétravail, on n'en connaît pas tout à fait les conséquences. Mais là, je dis, c'est des choses sur lesquelles il faut être très attentif, parce que on voit bien que c'est un raz-de-marée, et il y a peut-être des choses à prévoir et à mettre en place pour que
nous vivons mieux. Nous vivons bien cette révolution. Et le deuxième élément, moi, qui me touche beaucoup, c'est la fracture des compétences. C'est cet écartement qui s'accentue entre des gens compétents, à qui on demande d'ailleurs de plus en plus de capacités techniques, et je ne sais pas si on arrive à développer cette capacité technique en développant autant son cœur et sa capacité à être attentif aux autres. On leur demande d'être un peu des surhommes, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller, peut-être. On va devenir des X-Men, hein. Mais ce qui est finalement au fond de notre humanité, c'est cette proximité qu'on peut avoir avec les autres, cette qualité relationnelle, cette capacité à aimer. Comment ça va grandir ensemble? Ça, c'est un point qui m'interpelle beaucoup. Et je pense et le deuxième élément, c'est comment finalement ces personnes qui n'ont pas suivi cette évolution de compétences, ils sont parfois difficiles à faire évoluer. Comment on les emmène, comment on ne laisse pas s'installer? Moi, je vois une usine, on a travaillé sur les usines 2.0 et donc il fallait passer sur de la robotisation, du robot coopératif, c'est-à-dire qui travaille avec l'ouvrier. Et j'ai beaucoup apprécié cette usine qui a décidé de prendre le temps d'emmener tout le monde. Mais tout le monde, ça veut dire qu'au lieu de prendre un an, on met 3-4 ans pour arriver à emmener tout le monde. Ça, c'est ces deux points-là qui me... le digital et cette fracture des compétences qui s'accentue. Hein. Donc là, il y a une vraie responsabilité pour ceux qui en ont, de prendre soin de ceux qui en ont moins. On va tourner carrément dans l'autre sens. C'est la conclusion un peu. Alors, sur les questions de l'individualisation, on retrouve la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, en fait. C'est quoi notre projet de société? Le télétravail, il continue d'être amené à l'envers. C'est-à-dire qu'on a fait du travail à distance pour protéger les gens pendant le confinement. Mais comme on s'y est habitué, on se dit c'est un peu l'alpha et l'oméga de demain, quoi. Puis là, j'entends dire, pour faire des économies d'énergie, on va mettre tout le monde en télétravail. Enfin, ok, mais non. D'abord, le bilan énergétique n'est pas du tout sûr. Il y a des vraies injustices sociales parce que c'est sympa de privatiser la facture EDF chez les gens, mais le niveau de rémunération des uns des autres, voilà. Mais surtout, on prend les sujets à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble au travail. Si la vie collective au travail n'a si peu d'importance, pourquoi on n'ubérise pas tout ça? Et c'est quand même le sujet derrière. C'est que demain, on dise, finalement, l'interaction, la socialisation, redonnons tous des tâcherons, comme au Moyen-Âge. On est payé pour apporter juste une contribution par rapport à une mission, tous des consultants. Sauf que tout le monde n'est pas brillant comme mon ami en face, et qu'accessoirement, le salariat protège quand même des gens fragiles, quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre collectif, qu'on les accompagne, etc. L'indépendantisme ou le freelancing, vous appelez ça comme vous voulez, c'est une prime au plus fort. C'est une prime à ceux qui ont le bon niveau d'études, le bon carnet d'adresses. C'est facile pour un cadre dirigeant qui sort de sa boîte d'aller vendre du conseil derrière. Je ne suis pas très inquiet pour lui. À l'opposé, si l'avenir qu'on propose, on a 750 000 bébés tous les ans en France, une bonne nouvelle. Sur les 750 000, c'est assez terrible, tous les ans, de chaque tranche d'âge, il y en a au moins 80 000 qui sortiront de l'école sans formation. Si le seul modèle qu'on leur propose, c'est va livrer des pizzas en vélo, ou soit chauffeur Uber, je pense qu'on a un vrai sujet collectif à se poser. C'est comment on veut inclure ces jeunes-là, comment ils construiront leur vie. Là, je lisais un article sur le fait que il y a 3 millions d'indépendants à peu près en France. Il y a une crainte de bombe à retardement social et fiscal énorme, parce que c'est des gens qui ne cotisent pas à la retraite comme il faut, des gens qui ne cotisent pas pour l'emploi comme il faut. Donc certains sont jeunes, ils ne se rendent pas compte. Mais ça nous promet, dans 20 ou 30 ans, des lendemains qui défendent franchement. Hein. Déjà que notre retraite, on ne sait pas comment ça se passera, même dans le régime général. Donc voilà, donc, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a une grande lâcheté, une grande hypocrisie collective. C'est ce que je disais avant tout à l'heure, c'est sois l'entrepreneur de ta vie. Mais c'est une connerie. D'abord, on n'entreprend pas sa vie comme on crée une entreprise. Enfin, on ne parle pas de la même chose. Et puis, tout le monde n'a pas la capacité de le faire. C'est la reconnaissance hypocrite du fait qu'on ne sait plus habiter des cadres collectifs dans lesquels on veut construire des choses. Je peux rêver. Bon, après, télétravail, c'est chouette en Ile-de-France quand même, parce que pour des gens qui sont loin,
tout le monde est ravi, mais c'est un débat, c'est jusqu'où on va aller. Je cite une expérience, une grande entreprise d'informatique américaine dont le nom commence par un I et finit par un M, et qui tient à garder l'anonymat. Ils ont mis en œuvre le télétravail à fond les ballons il y a une dizaine d'années en France. Mais à fond. Alors là, ils ont rendu tout leur mètre carré et vous pouviez passer au boulot un jour par mois. Vous étiez en clientèle, etc. 2-3 premières années, topissime, sans problème, génial. Hein. Et bizarrement, au bout de 3-4 ans, ils ont commencé à voir la productivité globale s'effondrer, les processus de décision deviennent vachement plus compliqués, etc. Ils ont vécu pendant 3 ans sur la base des collaborateurs qui avaient connu le fonctionnement physique de l'entreprise, qui savaient qui appelait, qui savaient que quand votre facture elle est en carafe à la compta, va voir Gisèle au 3e en face de l'ascenseur, elle a un chaquet dans son tiroir, elle pourra te démerder contre eux. Sauf que ça, c'est écrit dans aucun intranet. Et donc, IBM, il ne faut pas les nommer, au bout de 4 ans, allez, tout le monde revient, on rachète des locaux, courageux quand même. Hein. Voilà, l'absence de choix, l'absence de courage sur ces sujets-là, j'aimerais bien qu'on en reparle dans 4 ans. Ouais, c'est ce que je dis aux collaborateurs. Il y a plein de jeunes qui me disent « Oh, j'ai 2 jours de télétravail, c'est bien. » Oui, bah, c'est comme ça. Nous, on croit les collectifs. Ouais. Apolline, ça devrait peut-être pas plus. Ils ont déjà Apolline, elle s'est venue avec 2 copines sur le même projet. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Non, mais au-delà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel avant. Je pense que sur cette question du travail, il faut se poser la question de ce qu'on fait ensemble. Il faut arrêter d'être dans une société de droit où j'ai droit au télétravail. Peut-être des élus de l'entreprise qui m'écoutent, donc il ne faut pas qu'ils se méprennent sur mon acception du droit. Il est évident qu'on respecte le droit, mais qu'avant de se dire j'ai droit à, se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et je crois que c'est une vraie question. On critique le travail parce qu'à certains endroits, à certains moments, il a été aliénant. Oui, il y a des gens qui ont souffert au travail. Oui, il y a des gens qu'on a maltraités. Oui, il y a des gens dont on n'a pas garanti la dignité. Et ces gens-là, ils ont le droit d'être en colère et dire le travail, c'est nul. Et d'ailleurs, il y a toute une génération qui s'était engagée à fond et certains sont partis dans les plans sociaux. Enfin, on comprend que les générations d'après disent bon, j'y vais, mais prudent quand même. Hein, je serai moins à fond comme la génération d'avant. Et pour autant, je suis persuadé que ça reste le travail dans la vocation de l'homme et que tous ceux qui vous ont expliqué au moment des 35 heures que demain ce serait 32 ou 29 se trompent. Et ne se trompent pas parce que les machines vont nous remplacer, mais ils se trompent sur le fait qu'on a besoin de travailler pour vivre au sens de notre dignité, pas uniquement de gagner des sous à la fin du mois. Enfin, c'est non. D'ailleurs, il y a une enquête sur les jeunes, on voyait que les jeunes ont dit qu'ils veulent tous bosser dans la RSE et ils sont feignants. En fait, non, ils viennent d'abord pour le salaire et ils sont prêts à travailler beaucoup s'il faut. Donc, vous voyez, comme quoi on revient au point de départ, c'est que je ne suis pas sûr que les jeunes générations soient si différentes des anciennes. Il faut vraiment qu'on se repose la question des 80 000 jeunes qui sortent tous les ans de l'école de formation. Parce que là, on a fait un débat voilà, entre CSP+, diplômé de mon école, mais c'est quand même juste un vrai sujet, quoi. Un sujet de solidarité nationale. Là, je pense qu'on a des sujets sur l'accompagnement de l'aide à la mobilité, je l'ai dit. Je pense qu'on a une formation professionnelle à repenser du début à la fin. La formation professionnelle continue à profiter à des gens qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire des entreprises qui gagnent de l'argent, qui ont les moyens de payer leur formation. On a des schémas de reconversion. Je vous donne un exemple. Une collaboratrice. Bac plus 4 en compta. Elle est en RH, elle en a marre, elle veut changer de boulot. Elle dit je vais être nounou. C'est chouette, nounou. Puis c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Et bien son financement de formation a été refusé parce que tu comprends, c'est Bac plus 2 et tu as une formation Bac plus 4. Tant qu'on restera dans les aberrations de ce type-là, c'est-à-dire qu'on ne permettra pas la mobilité fonctionnelle, ce ne sera pas possible. Et puis, je pense vraiment qu'il y a un sujet collectif. Il y a une tentation aujourd'hui de faire porter à l'entreprise tous les choix qu'on ne fait pas au niveau de la collectivité. C'est-à-dire que, j'ai des collaboratrices, mères, seules qui élèvent leurs enfants, c'est à l'entreprise de trouver une solution de logement. Non. Enfin, moi, je ne peux pas forcément doubler son salaire. Est-ce que ce n'est pas un choix de la collectivité d'aider ces femmes-là? On a des sujets de reconversion, on a des sujets d'aide pour des collaborateurs handicapés, pour des collaborateurs malades. Alors, c'est que la banque a encore un peu d'argent, donc on essaie d'utiliser aussi pour ça. Mais plus on attendra de l'entreprise qu'elle fasse le boulot de l'État ou de la société, plus il ne faudra pas s'étonner demain qu'on se méfie des entreprises. Plus que les entreprises ne feront pas les bons choix. Et en plus, ça, pour moi, ça va vraiment procéder du débat citoyen et collectif, ces sujets de solidarité. Donc, en fait, pour moi, la question du travail, c'est probablement plus une question politique qu'une question économique dans ce sens. Merci, Nathalie.
Merci beaucoup. Et bah, du coup, pour compléter un peu tout ce sujet-là, la question du collectif qui revient souvent, pour moi, elle est effectivement primordiale. Là où j'apporterai un peu de nuance, c'est que le travail a très longtemps été effectivement cette place et cet endroit où on pouvait construire des choses collectivement. Et qu'aujourd'hui, la question peut se poser de savoir si on n'a pas d'autres lieux du collectif. C'est une question qui avait été beaucoup soulevée dans le télétravail, de dire est-ce qu'en fait, on va se désinvestir un peu de son entreprise ou on va faire ce qu'il faut pour continuer à produire ce qu'il faut. Et en fait, mon sens, mon collectif, mon engagement, je vais construire à côté. En fait, ça, je pense que ça ne peut pas durer à grande échelle, qu'on n'y arrivera pas et qu'en fait, c'est un peu idéaliser un espèce de rythme avec deux choses qui fonctionnent parallèlement et en fait, on voit bien qu'il y a des liens entre les deux qui sont beaucoup trop forts. Donc, on n'y arrivera pas. Mais toutes les questions qu'on a pu se poser là sur le télétravail, sur l'organisation, sur la manière dont ça fonctionne, font que si on ne se pose pas des questions fondamentales, c'est ce que tu as soulevé, mais sur c'est quoi en fait, pourquoi on travaille aujourd'hui, c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on veut quelque chose qui permette un épanouissement, qui permette un sens du collectif, qui permette de construire la société de demain? Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, on est en train d'aller droit dans un mur avec un travail productif, où on produit de plus en plus de trucs où on n'a pas besoin. Et je pense que ça, c'est aussi une des grandes failles de notre monde du travail, qui en plus se retrouve à isoler certaines personnes, à avoir des entreprises qui, potentiellement, certaines grosses entreprises qui vont pouvoir d'inégalités qui peuvent croître aujourd'hui. On voit quand même une croissance des inégalités super forte, qui veut dire qu'il y a des gens dans les entreprises qui restent à un salaire et à un niveau, pendant qu'il y a d'autres profils, d'autres endroits qui s'enrichissent beaucoup. Pour moi, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont fragilisées, qui sont en crise sur ces questions-là, et qui font qu'on a vraiment besoin d'une remobilisation, mais d'une réflexion collective sur ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce que ça doit être le travail de demain? Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que ça change, parce que ça rend pas mal de gens malheureux, parce que on manque de sens et qu'il y a des gens qui vivotent, parce que le travail n'est plus capable de jouer ce rôle d'insertion pour tout le monde du tout, parce qu'il y a plein de gens qui sont laissés sur le carreau. Donc, pour moi, il y a vraiment un sujet à prendre assez sérieusement. Et on ne peut pas faire tout reposer sur l'entreprise, ça je rejoins. Mais si on veut que l'entreprise reste un vecteur d'intégration, d'épanouissement, de sens, alors là, on a un gros travail à faire sur toutes les questions qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, merci à nos trois intervenants et Voilà. aux questions. Ah, je revois tous mes Fabienne Monod. On avait dû passer aux questions à 22h et 22h. Alors, beaucoup de questions sur les différents thèmes qui ont été abordés, qu'on va essayer de prendre dans l'ordre. D'abord, sur l'engagement, une question un peu générale qui est est-ce qu'on a constaté une baisse de l'engagement et de l'implication depuis le Covid et le télétravail? Est-ce qu'il y a une corrélation? Et après, une demande de conseils pratiques à chacun d'entre vous pour favoriser l'engagement. Donc, Apolline, qu'est-ce qui, à ton avis, peut pratiquement renforcer l'engagement? Alban, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, par exemple, dans ton entreprise pour favoriser l'engagement des collaborateurs? Et Nicolas, quel est le conseil que vous donnez à vos clients pour augmenter l'engagement de leurs collaborateurs? C'est vrai que sur l'évolution, à mon avis, tu seras le plus à même de répondre sur l'évolution. Il y a peu d'études qui permettent d'avoir de vrais chiffres. Donc, c'est plutôt, il y en a une qui est celle de Gallup qui a présenté Alban, qui me semble, c'est quand même le père de la stat, le créateur des sondages, et qui semblerait dire que l'engagement a plutôt tendance à monter, et avec une chute au moment de quelques points au moment de la crise. Si on est un tout petit peu technique, est-ce que le fait que ça monte, c'est simplement lié à l'habitude sémantique? C'est fort possible. Mais donc, on voit quand même une chute qui n'est sans doute pas liée à la capacité à s'engager, mais beaucoup plus à des difficultés ponctuelles d'horaire, de toutes des offres qu'on a pu voir dans les entreprises. Moi, je suis convaincu que la capacité d'engagement des personnes, jeunes et non jeunes, est relativement intacte, et même totalement intacte, mais elle va dépendre plutôt des organisations, des structures et des métiers. Donc, c'est plutôt cela qui va. Il y a de grands écarts entre certains métiers, certaines entreprises qu'on observe. Ça, on pourrait en parler. Il y a des métiers difficiles, comme je pense l'hôpital, où il y a un très fort engagement, et des métiers plus faciles.
où l'engagement est beaucoup plus faible. Je pense notamment à certains métiers de start-up. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a la distance qui est en train de se prendre. Alors, sur le conseil, c'est très compliqué de donner des conseils dans le vide, sans une personne. Donc, moi, je pense que je donner quelque chose qui est un peu général et sans doute pas forcément totalement opératoire, mais un petit peu challengeant. Je pense que la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on aime. C'est-à-dire que, et refaire découvrir, d'abord, découvrir soi-même, et être capable de parler de ce que l'on aime, et d'arriver avec ses collaborateurs, de leur faire redécouvrir le sens de ce que signifie aimer. Moi, je trouve que la question du client, par exemple, aimer son client est quelque chose d'absolument fondamental. Et qu'est-ce que ça signifie? On va aller travailler là-dedans. Je ne sais pas à qui je donne le conseil, mais c'est un peu. Mais allez-y, vous verrez, c'est pas facile ça chachète les neurones, mais fondamentalement, le fond de l'engagement, il est là-dedans, il est dans le désir. Vous savez, c'est désirer quelque chose de meilleur, d'un futur meilleur. Eh bien, et c'est bien dans le désir et dans l'amour. Voilà. Bon. Vous me direz ce que vous en aurez fait. Et pour compléter sur le conseil, ça va un peu dans la même lignée pour moi aujourd'hui, pour arriver à avoir de l'engagement fort, il faut qu'il y ait de l'utilité. Et qu'elle soit parce qu'on est en train d'œuvrer contre le dérèglement climatique, parce qu'on œuvre pour des gens. Moi, le prendre soin des autres, c'est quand même vraiment partie d'un projet de société. Et que si je ne peux pas me dire que mon travail aujourd'hui sert à quelque chose, vraiment de manière pragmatique, alors j'en change, je vais faire autre chose. Ou alors je vais vraiment perdre du sens. L'engagement sera vraiment fort si je peux me dire que la société à laquelle je contribue, ce que ça fait de manière directe ou indirecte, il ne faut pas qu'il y ait trop d'étapes, parce que sinon de toute façon on perd le sens. Il faut que ce soit utile. Et il faut qu'on arrive à comprendre l'utilité. Et il y a des entreprises qui arrivent à le faire vivre alors qu'elles n'ont pas forcément. Il y a des entreprises qui vont dire elles plantent des arbres. Bon, ok, on voit le côté environnemental. Mais il y a des entreprises qui ont des choses plus indirectes, mais qui auront quand même une sens de l'utilité. Donc, on construit un projet, on sert à faire du lien social, on sert à accompagner certaines personnes dans certains moments de difficulté. Ça aussi, c'est de l'utilité. Et pour moi, le grand problème aujourd'hui, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais c'est que l'utilité aujourd'hui, elle n'est pas mesurable sur le plan financier. Des choses qui vont rapporter. Et à l'inverse, on a des sociétés, des choses qui sont utiles et qui ont du bien, qui n'ont pas de valeur. Donc, on va avoir un enjeu sur ça, mais sur l'engagement, pour moi, c'est très clair et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, faisons utile. Sur l'utilité, quelques chiffres aussi qu'on avait recueillis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés, en fait, qui pensent qu'ils ont un travail utile, 84%. Donc, c'était 84% des salariés pensent qu'ils ont un travail utile. Cela étant, il y en a 43% qui sont prêts à quitter leur emploi dans les 2 ans pour trouver un travail encore plus utile ou qui a plus de sens globalement, c'est-à-dire que ok, le travail en soi devrait être utile, mais compte tenu des conditions de travail, compte tenu du mode de management du chef, compte tenu du manque de reconnaissance, il ne trouve pas ça si voilà. Oui, alors sur l'engagement et le désengagement, là aussi, vous lirez des calendres d'aide, certaines enquêtes qui disent qu'il n'y a plus qu'un collaborateur sur 5 qui est engagé. J'y crois pas 2 secondes, et même dans l'hypothèse du coequiting, je sais pas quoi, quelqu'un qui vient au boulot en faisant le minimum toute sa vie, j'y crois pas 2 secondes. Peut-être qu'il y a un moment, il partira. On a tous besoin d'engagement. C'est insupportable, même si on gagne des sous à la fin du mois, de se lever en disant je sais que là, je fais du 8h-17h, je vais m'emmerder toute la journée, mais à 17h, je vais à mon cours de pilates. Non, ça ne marche pas comme ça. Je peux pas avec les élèves. Donc ça, je n'y crois pas. Je crois pas mal aux quelques conseils de bon sens que Gallup nous disent pour l'accompagnement des équipes. Moi, j'ai redécouvert, alors, j'aime bien boire des copains, donc c'est pas étonnant, mais j'ai redécouvert l'importance de la convivialité. Et notamment après ces mois de confinement. Moi, je ne trouve pas les gens désengagés dans les gens que je croise, je trouve les gens fatigués, si vous voulez savoir. Je pense qu'on a tous payé un tribut, et quelle que soit sa situation, alors forcément, si on était en plus dans une situation personnelle, psychologique, sociale, économique compliquée, c'est pire, mais je trouve même des gens statistiquement favorisés sont sortis un peu rincés de cette époque-là et retrouvent quand même avec beaucoup de plaisir le fait de pouvoir boire un café ou manger une part de gâteau ensemble. C'est idiot, mais
Vous savez, au Semaine sociale de France, on se questionne très souvent sur les fractures de la société, etc. Le monde du travail reste quand même un lieu assez béni, je trouve. On arrive à, vous voyez, des grands débats de société hyper compliqués, la laïcité, débat entre religions. Au travail, on arrive à parler de religion de manière relativement apaisée. Enfin, et il y a plein de sujets de ce type-là. On voit des divisions dans la société qu'on ne voit pas nécessairement dans le monde du travail. Donc, voilà, je pense qu'il faut cultiver ce terreau fertile. Et je pense que l'utilité, elle n'est pas uniquement à faire des tableaux Excel, même s'il y a des gens qui aiment beaucoup. Mais encore une fois, elle est aussi de comprendre en quoi son travail contribue à une œuvre qui est plus grande que son tableau Excel ou que son. Ça, déjà, c'est contribuer à quelque chose d'important et qui a du sens. Une question intéressante que je vais peut-être reformuler un tout petit peu, mais on est un peu aujourd'hui dans du toujours plus. Dans des environnements professionnels. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, il faut être toujours plus rapide, avec la surexposition médiatique, il faut être toujours plus pertinent, il faut toujours plus de qualité, toujours plus de performance. Quel est l'impact de ce toujours plus sur la dignité du travail? Alors, quelques exemples, quand on a des profs qui gèrent 100, 200 élèves, quand on a des entreprises qui disent il faut une collection de vêtements renouvelée tous les 2 mois, ou quand on donne des engagements de rétablissement de service la nuit à 3 heures du matin dans ces contrats, voilà, tout ça c'est de toujours plus. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça un impact sur la dignité au travail? Sûr que toujours plus conduit à de l'absurdité, et que cette absurdité n'est pas utile. Donc je trouve quand même qu'il y a quelques signes, j'ai du mal à les objectiver, quelques signes qu'on en tout cas, on est en train de sortir un peu de ce toujours plus, notamment par exemple, on parlait des vêtements, mais le fait de la réutilisation des vêtements, les trocs ou des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place, sont des choses qui montrent qu'on est en train de sortir de ce toujours plus et que ça va nous amener à revoir d'ailleurs certains modèles économiques qui étaient fondés sur du renouvellement et de la croissance. Je pense que moi aussi dans ce qui est consommation durable, on va sortir un certain nombre de choses parce qu'il y a une absurdité dans le toujours plus. Parce que c'est pas un toujours plus d'amour ou un toujours plus d'utilité, c'est un toujours plus de quantité. C'est pas, il n'y a pas voilà. Et là, pour répondre bien à la question, en termes de travail objectif, on touche à la dignité, puisqu'en fait, on est dans l'inutilité. Et le deuxième aspect où je pense qu'on touche également sur la dignité, c'est qu'en fait, on conduit à un travail moins bien fait. C'est-à-dire que quand je fais toujours dans la production, si j'ai pas le temps de respirer pour regarder, si j'ai pas le temps de. Alors, on peut admirer en buvant un coup, hein, et en dégustant des gâteaux. Voilà, on peut le faire à ce moment-là, mais on n'a plus ce moment-là parce que. Des questions sur les besoins en emploi. 2 questions différentes. La première, c'est, on a entendu, il y a une pénurie de personnes formées, mais alors pourquoi? Comment c'est possible? Puisque les universités, elles ont l'air d'être plutôt pleines, et en plus, tous les gens ont le bac. Donc, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait une pénurie de personnes formées? L'autre élément sur la nature des emplois, c'est la robotisation au sens large, donc robotisation mécanique dans les usines, mais aussi robotisation des tâches avec l'intelligence artificielle et tous les moyens digitaux. Quels impacts y voyez-vous dans l'environnement de travail, sur les relations humaines, sur aussi la structure des emplois, hein, bien sûr, sur l'impact que ça peut avoir sur certaines catégories d'emplois? Alors, comment on en est arrivé là? Parce qu'on n'a rien anticipé. Pour plein de raisons. Hein. Les médecins, on sait qu'en mettant moins de médecins, les gens sont moins malades. Donc, c'est un peu une connerie, mais on essaye un peu. Et il y en a un peu de ça quand même. Et sur plein d'autres métiers qu'on n'a pas promus. Vous avez un enfant ou un petit enfant qui ne sait pas quoi faire, faire de l'informatique.
Surtout si c'est de la cybersécurité. Il est à l'abri du besoin pendant à peu près 2 générations. Donc non, blague à part, il y a énormément de besoins qu'on connaissait avant et qu'on n'a pas du tout anticipé. Et en plus, dans un schéma qui était devenu idéologique sur le sujet. 80% des classes d'âge au bac est d'idéologie. Parce que aujourd'hui, pour trouver un plombier, c'est compliqué, quoi. Ah, il y a des plombiers bacheliers. Polytechnique, c'est pas exclusif. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a énormément de métiers qu'on n'a pas du tout favorisés dans le pays aujourd'hui, quoi. D'une part, et d'autre part, il y a toujours ces jeunes qu'on a sur le bord de la route et sur lesquels on doit investir pour des années vers ces métiers, en plus, qui ne trouvent pas forcément de jeux. L'autre question, c'était sur les robots. Moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait que les machines nous remplaceront, mais on voit bien que tous les métiers dont on cherche aujourd'hui, c'est des métiers de relation. Ça, une machine, on est assez tranquille, on va avoir un petit peu de temps avant qu'elle sache trouver les mots pour s'occuper d'une personne âgée ou d'un bébé. Et c'est des métiers qui intègrent la complexité. C'est ce qu'on demande à un informaticien. En vrai, c'est pas d'abord de produire des lignes de code. C'est d'intégrer un système complexe. Donc ça laisse quand même des possibilités à beaucoup de gens, et même dans des métiers de relation notamment, s'il y a des métiers qui ne demandent pas d'être au bac plus 18, quoi, qui peuvent être accessibles dans des tas de gens, mais il faut juste un peu une stratégie et qu'on partage, quoi, à laquelle soit associée l'école, qui est très peu associée au monde du travail, l'école. Je n'accable pas du tout les enseignants, ça on n'aura jamais demandé. Donc il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Et puis ça demandera peut-être aussi aux parents, parfois, de sortir de certaines stratégies familiales ou individuelles, de conquête scolaire, qui ne recouvrent pas tout le temps l'intérêt ou la volonté de leur enfant, et pas tout le temps non plus la réalité du marché de l'emploi. Je compléterai du coup avec 2 points sur la question de la formation et de l'adéquation. Et on n'a rien anticipé. Et en fait, pour moi, on est encore en train de faire la même erreur. Aujourd'hui, on estime qu'avec la transition qu'on va devoir mener dans nos économies, on a une balance en France de 500 000 emplois créés. Donc, une destruction de 800 000 et une création, là, en l'occurrence, de 1300 000. Donc, on a quand même une bascule qui est assez énorme et qu'on n'anticipe pas non plus. On parlait tout à l'heure, on parlait de rénovation énergétique, on parlait du secteur des déchets, du tri, on parlait des métiers du démantèlement. Il y a plein de choses qu'on va devoir déconstruire, qu'on va devoir enlever, casser, faire bien. On n'est pas capable, ça c'est des nouveaux métiers. On n'anticipe pas du tout non plus ces nouveaux besoins, alors que l'échéance est très, très proche. Et du coup, en même temps, il y a encore toute cette idée de on va être remplacé par des robots demain. Alors moi, je ne crois pas du tout. Une première raison, c'est qu'un robot aujourd'hui a besoin d'énergie et de métaux rares, et qu'on va manquer des deux. Donc pour moi, on n'est pas capable d'avoir une société pleine de robots, on va devenir une société plus sobre, avec plus d'humains, et beaucoup plus intense en personnes plutôt qu'en capital mécanique. Pour moi, c'est un facteur assez clé. Et ensuite, il y a des jobs qui ne sont pas remplacés, et ça, c'est ce que tu disais. Je pense qu'en fait, dans les métiers qu'on imagine demain, un 100% robot n'a pas lieu d'être. Il y a encore quelques curieux qui réfléchissent un peu à ça dans tous les sens, mais je pense qu'ils se trompent complètement de modèle de société. Et que notre réflexion, c'est de bien anticiper ce dont on a besoin pour demain, et du coup, d'avoir les gens qu'on va pouvoir mettre sur ces métiers-là pour retrouver collectivement un sens et construire collectivement un projet de société. Je trouve que tu as raison pour les robots. Sur la formation, il me semble que s'il n'y a pas une réappropriation par l'entreprise de la formation professionnelle, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'hôtellerie, le temps que les modifications, on est sur des métiers qui évoluent doucement. Le temps que les modifications se fassent en face, que dans le ministère, ils réfléchissent, que ça descende, on a toujours, dans les formations hôtelières, l'essentiel des formés sont formés à l'hôtellerie de luxe. Et notamment à Brest, il y a un lycée hôtelier qui forme l'hôtellerie de luxe. Il y a combien d'hôtels de luxe à Brest? En Bretagne. 2. Et je ne parle pas, s'il n'y a pas une réappropriation de l'hôtellerie sur la façon dont on forme, en plus on demande des comportements tout à fait différents. Techniquement, on peut, grâce à un peu de robotisation, un tout petit peu de méthorat, on arrive à vraiment simplifier le travail et vraiment s'axer sur l'accueil.
eh bien, voilà, pour l'instant, ça n'est absolument pas fait dans les formations. Il n'y a pas une organisation qui fait que l'entreprise, pas seule, hein, se réapproprie la entreprise. Je ne vois pas comment les choses vont pouvoir s'adapter et se recréer. Et là, il me semble qu'il y a un point à travailler. En effet, c'est pas tant l'entreprise que l'ensemble. Oui, les entreprises sont très favorables, mais une coordination collective qui n'existe pas. Et puis, il y a peut-être une question de comment donner envie aux gens de s'orienter vers ces métiers dont on aura besoin. D'abord, donner les BTS photo qui ne servent plus pour aller vers la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que quand les jeunes dans Parcoursup, ils veulent, si possible, aller vers la formation dont ils rêvent, mais est-ce qu'ils peuvent rêver de la formation dont on aura besoin? Comment on leur donne? Alors, avant, dernière question, Erwan, Alban, ta suggestion là, de ralentir, enfin de proposer à des anciens, par exemple, de ralentir leur rythme de travail et du coup de ralentir aussi ou de diminuer leur rémunération suscite des réactions. Le travail permet notamment de financer notre système social. Et donc, si des salariés choisissent de travailler à 50% et acceptent la réduction de salaire correspondante, est-ce qu'ils accepteront de voir leur prestation sociale diminuer? Alors, je ne parlais pas forcément de 50% non plus. Non, je ne sais pas quelle proportion ça peut prendre. Je pense que s'ils acceptent une décote de 10 ou 20%, leur retraite n'est pas mise en cause. Le régime général n'est pas non plus mis en cause. L'idée n'est pas tant une question de chiffres que d'accepter qu'il y ait des moments différents dans la vie. Et que, il y a un moment, quand on est jeune professionnel, encore une fois, entre 30 et 40, on bosse beaucoup. On a peut-être besoin de gagner un peu plus d'argent pour faire des responsabilités, de l'engagement, etc. C'était plus ça l'idée. Je voudrais rajouter un tout petit point, on ne l'a pas abordé, mais c'est aussi le travail qui se développe après la prise de retraite. À plusieurs niveaux et un peu partout. Ça peut être aussi bien l'artisan qui continue à travailler, qui complète sa retraite, qui est souvent assez faible, ça lui permet de compléter. Aujourd'hui, il y a des mécaniques qui permettent de le faire de façon assez simple. Et je trouve que ça introduit une belle souplesse. Et c'est aussi pour des métiers où il y a plus de recherche de matière grise ou d'expertise, où on peut avoir cette possibilité de travailler plus tard sans avoir le poids de cette là. Il y a aussi, je pense, dans la question de l'arrêt, à la fois l'arrêt du travail et la façon dont on peut continuer à gérer le travail de la société, des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui mériteraient non pas d'être repoussées vers le haut, mais au contraire redescendues vers le haut. Je vais juste ajouter une petite chose pour éviter un malentendu. Il n'y avait pas d'animosité particulière contre les seniors, dans ce que je disais. Je prenais cet exemple, mais c'est important. Je pense au contraire qu'on a un petit sujet d'intégration et de fidélisation des seniors dans le monde du travail et qu'on aurait bien besoin de les garder chez nous. Ce que je propose, c'est ça peut être fait à 30 ans, ou à 35 ans, ou à 40 ans. C'est d'accepter cette idée que ce n'est pas parce que quelqu'un dit je vais lever les pieds pendant 3 ans que c'est forcément un feignant, quelqu'un de pas motivé. Et je vais vous dire une autre chose, hein, quand on gère ça avec intelligence, les collaborateurs nous sont tellement reconnaissants qu'en général, quand ils reviennent à temps plein, c'est loin d'être le plus mauvais. Une dernière question. Oui, une dernière question, j'ai gardé pour la fin celle qui est peut-être la plus fondamentale. D'une part, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction insurmontable entre l'objectif de l'entreprise, qui est le rendement, le profit, a priori, et celui de l'employé, qui est effectivement la recherche du sens du travail, d'avoir un travail enrichissant, etc. Et puis, on parlait du travail comme une indispensable source de bonheur. Et là, la référence biblique, c'est « mais au paradis, on ne travaillait pas ». C'était le bonheur. Alors, j'ai pas connu. Pour la référence biblique, Dieu plaça Ève et Adam pour prendre soin du jardin. Par contre, il n'y avait pas de peine. C'est la grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas de peine, et il n'y avait pas de peine également dans l'enfantement. Mais c'est la peine qui a été rajoutée par la faute de la Dieu, mais en aucun cas le travail lui-même.
Comment? À la sueur de ton front. Oui, oui, oui. Oui. Il y a eu quelque chose qui a été. Voilà. Donc, on verra au paradis comment ça se gère. On en enverra un message. Sur le point, je veux revenir sur c'est un débat énorme sur la finalité de l'entreprise. Elle est bien bien de produire des biens et des services. Elle n'est pas elle a besoin de gagner de l'argent, mais comme on a besoin de respirer de l'air pour vivre, mais en aucun cas, si l'argent devient la finalité, il est sûr que ça crée un problème. Et je pense qu'il y a un nombre d'entreprises, et je pense notamment à la mienne, où la finalité n'est pas, on a besoin de nous équilibrer, sinon on met tout le monde dehors, mais pour autant, c'est pas notre finalité. Je veux dire, nous, nos KPI, c'est pas il faut qu'on fasse de la marge, mais notre KPI, c'est plutôt le fun. Hein. C'est plutôt faire des choses qui nous plaisent et on fait de belles choses. Et ça n'est absolument pas incompatible avec le fait qu'on vive et qu'on vive correctement dans ces zones. Je pense qu'il y a une perversion qui s'est introduite. Alors, on pourra parler longuement sur les systèmes qui bloquent ces éléments-là, mais fondamentalement, il n'y a aucune raison que l'entreprise soit totalement dédiée à l'unique profit et au méchant capital. Et à ce propos, il y a la solution des entreprises à mission maintenant qui fait afficher des objectifs autres que le profit supplémentaire. Est-ce que c'est une voie dans laquelle Pragma, par exemple, souhaite s'engager? Pourquoi oui ou pourquoi non? Nous, on a fait le travail, on n'y est pas allé quand on a vu qu'il y avait des audits qui allaient arriver. On va faire ce qu'on. D'abord, on le fait pour nous, on le fait pas. On le fait pour nous, donc le travail, on l'a fait. Mais on ne va pas aller dans l'entreprise à mission. Par contre, les critères de l'entreprise à mission, là, on les a pris, sont vraiment extrêmement intéressants parce que dans le fait, on peut inscrire sa mission préalable dans les statuts. Et ce qui veut dire qu'on peut donner un sens différent à l'entreprise et l'inscrire juridiquement. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite on doit le décliner. Et je trouve que le plus intéressant, c'est qu'ensuite on doit le mesurer et surtout le gouverner. Et donc ça introduit, oui, des éléments. Je voulais rajouter, pour moi, la mission, elle n'est pas à côté. Pour nous, la mission, elle est clairement comment Pragma contribue au bien commun dans la société. Il n'y a pas d'autre mission. Donc, mesurer ça, je peux vous le raconter, c'est pas si simple, mais c'est clairement, la mission, elle est au cœur de notre activité, elle n'est pas à côté. Oui, je partage et je rebondis, du coup, là, on rejoint il y a peu de temps, pour qui l'engagement est une valeur fondamentale. Et donc, la rentabilité est une manière de pouvoir dégager un chiffre d'affaires et un résultat net qui permet de réinvestir, avec aujourd'hui une orientation massive des investissements vers les questions de transition environnementale et vers les questions sociales. Donc finalement, et la question qui a été posée très récemment sur la table, c'est simplement celle du partage de la valeur qui est créée. Si effectivement on a une entreprise qui génère des profits, qui derrière vont enrichir seulement certaines personnes, voire aux personnes de l'entreprise, mais une sphère financière qui est adossée derrière, effectivement on a un modèle qui est questionnable. À l'inverse, il y a des entreprises qui aujourd'hui cherchent à faire de la redistribution en interne, à avoir un projet commun, à avoir une partie de leurs investissements qui cherchent à être mieux, à se diversifier, à faire des choses différemment, à le mesurer. Nous, on n'est pas non plus entré dans une dynamique d'entreprise à mission après avoir fait différentes étapes. Parce qu'on a déjà une quinzaine d'audits par an, parce qu'on est sur 5 ou 6 labels environnementaux, labels de production, et il y a une charge derrière. Mais en revanche, le travail a été fait, par exemple, de définir les valeurs de l'entreprise avec l'intégralité des collaborateurs, avec derrière la question de la confiance, la question de la durabilité et la question de la performance, qui donc sont intrinsèquement liés. Avec tout l'espoir sur lequel on travaille, mais c'est qu'aujourd'hui, en comptabilité, on puisse se mettre de plus en plus à comptabiliser des choses qui ne soient pas purement financières, mais qui sont créatrices de valeur. Là, il y a un travail, on n'est pas les seuls à faire, hein. Il y a un gros travail avec toute la question de la comptabilité, de la finance derrière, mais sur cette création de la valeur qui peut être complètement antinomique avec une entreprise qui va écraser les salariés ou pas du tout les respecter avec un plan de profit. Mais on a vraiment des modèles qui permettent de concilier ça, ou en tout cas de penser ça vraiment différemment. Donc, un partage de valeur, une création de valeur, et pas que monétaire. Vraiment une question humaine derrière qui est très très importante aussi. Je pense pas que la tension elle soit insurmontable. Je pense qu'il faut éviter de se poser de mauvaises questions. Ne parlez pas de bonheur en entreprise, parce qu'après le quiet quitting, vous allez avoir le chief happiness officer. Donc, le travail, c'est pas un lieu, une vocation de DRH, c'est pas que les gens soient heureux, c'est qu'ils soient pas malheureux.
Il y a juste des obligations de droit, et puis également, accessoirement, je préfère que ce soit bien traité. Enfin, le monde du travail, c'est aussi un monde d'exigence, c'est aussi un monde par moments de contraintes paradoxales. C'est parfois pas drôle, mais c'est parfois aussi ce qui nous aide à grandir. Parce que ça nous met dans une situation où, voilà, parfois on a un peu des courbatures. L'essentiel, c'est d'éviter le claquage, quoi. Mais si ça tire un peu, c'est comme quand on se remet au sport, c'est pas forcément grave. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas insurmontable, mais de toute façon, ce sera en tension. Si notre présence sur Terre, c'est d'être heureux, je suis pas sûr. En tout cas, les faits montrent que c'est pas tout le temps vrai. On a tous été malheureux à un moment. Donc le monde du travail, alors c'est pas du tout pour faire l'apologie de la souffrance, ou pour dire qu'il y a des situations que j'en ai rien à faire, qu'on est là pour. C'est pas ça le sujet. C'est juste pas se tromper de combat. Globalement, un contrat de travail, c'est un lien de subordination, un salaire à la fin du mois pour accomplir une tâche dans un cadre donné. Ça commence comme ça. Et après, il y a tout ce qu'on dit sur le fait que si vous voulez que ce soit durable, il faut que les gens soient un peu engagés, ils soient un peu beaucoup impliqués dans les décisions de l'entreprise, dans une équipe, etc. Ne nous trompons pas de sujet. Et en tout cas, côté, il y aura toujours cette tension entre des intérêts qui seront mécaniques, qui seront liés à des mesures d'efficacité, qui seront liés, mais ça fait partie du monde d'entreprise, en tout cas privé. Et puis le fait que pour que ce soit soutenable, même si on n'est pas catholique ou homme de bonne volonté, juste intelligent, on va prendre un peu soin de ses équipes, on va être un peu clair sur les attentions qu'on a et on va faire attention que ce soit pas la rentabilité de court terme ou les fonds propres qui soient l'arbitre de touche de la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se tromper de combat sur l'entreprise. Merci à nos trois intervenants, encore une fois, pour tout ce qu'ils nous ont livré, je parle avec une grande sincérité ce soir. Je crois qu'on peut les applaudir pour ça. J'espère que chacun aura trouvé dans ses interventions de quoi nourrir sa réflexion sur sa façon d'agir et de s'engager là où il est. Si tout va bien, vous trouverez d'ici 2-3 jours sur notre site internet l'enregistrement complet de la soirée, que l'on fera sur YouTube, et donc vous pourrez faire voir à vos copains, à vos enfants ou à vos parents. 3 derniers points avant de nous séparer. Donc, vous avez la possibilité d'adhérer à l'association pour 20 € seulement. Et donc, notre trésorier Benoît est prêt à recueillir vos cotisations si vous savez plus si vous l'avez déjà fait ou pas. Et notre AG annuel aura lieu le 30 novembre. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a la grande rencontre annuelle des Semaines sociales de France qui se déroulera du 28 au 30 octobre. À Lille ou en ligne. Voilà, c'est du vendredi soir au dimanche midi. Le thème, c'est la fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Donc, avec plusieurs axes pour inventer la démocratie, pour une planète vivable et qui refuse la guerre, et où les religions sont ferments de fraternité. Voilà, donc vous avez des dépliants à la sortie. S'ils ne sont pas encore, on va les mettre. Vous pouvez trouver le lien aussi sur le site des Semaines sociales de France. Si vous ne pouvez pas aller à Lille, vous pouvez vous inscrire pour 30 € seulement pour la version en ligne et vous aurez le droit au replay et de participer au débat en ligne. Voilà, et pour terminer, nous préparons pour le 2023 une autre rencontre axée sur la rémunération du travail. Enfin, par rémunération. Quelle juste rémunération, quelle place pour la participation des salariés, quelle idée de se faire du revenu universel ou du revenu de base, selon les vocables, voilà. Donc, une autre soirée, donc j'espère que nous vous retrouverons nombreux. Voilà, un verre de l'amitié attend ceux qui sont dans cette salle et je vous dis merci à tous pour votre présence et bonne fin de soirée.